Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 466 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 9e numéro de notre top 100 joueurs NBA 2025, top 100 participatif avec aujourd'hui, cette fois-ci, Benjamin Moubèche de Rivers et Basket Session. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre top 100, le 9e numéro du top 100 NBA 2025, joueur NBA 2025 participatif avec aujourd'hui la participation de la plus belle mèche de cheveux du monde médiatique NBA français, plus belle même que Steve Nash à l'époque de ses MVP. C'est Benjamin Moubèche. Comment ça va, Benjamin ? Écoute, ça va super. Là, on le voit pas, mais j'ai une nouvelle frange en plus, donc va falloir changer un petit peu l'appellation. Mais non, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de revenir dans le top 100. Exercice que j'adore. Ouais, t'aimes bien classer, t'aimes bien dire lui, il est plus fort que lui. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, tu vois. Donc ranger les joueurs comme ça dans des petites boîtes dans un top 100, ça me plaît beaucoup. Bon, alors Benjamin, comment ça va ? Benjamin de Rivers Basket Session, Benjamin j'allais dire l'analyste. Non, l'analyste c'est fini depuis un an au moins, il me semble. Depuis je pense facile 4-5 ans, je sais plus, j'ai perdu le compte. Oh non, t'exagères. 2 ans à peine, non ? Pas plus que 2 ans, l'analyste. Je pense qu'on va trouver des podcasts en 2023. Facile 2 ans, peut-être 3, mais ouais, c'est vrai qu'on avait continué les podcasts un petit peu, mais j'avoue, j'étais tellement loin de ça, j'essaie Hugo présenter le truc et me faire des petites passes D. Mais oui, là, c'est bon, m'orienter depuis au moins 2 ans, il n'y a pas de souci. Non, mais j'allais dire aussi, Benjamin, qui était pendant 2 ans, t'as fait quasiment 2 saisons entières du côté des Spurs en tant que, correspondant là-bas à San Antonio. Tu es revenu depuis. Comment ça va ? Comment va la France chez toi ? Écoute, j'avais besoin d'une petite pause parce que j'avoue, les 2 années ont été intenses, mais expérience de fou. Plaisir d'être rentré en termes de qualité de nourriture, ouais. Qualité de vin, qualité de bière, notamment. C'est vraiment des phrases d'alcoolique, mais juste même être de retour avec ma famille, avec tout le monde, ça fait plaisir. Et même, tu vas pouvoir profiter des playoffs, c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais assis devant mon ordi, à pouvoir regarder 2 matchs en même temps, à pouvoir un petit peu choisir ce que je regarde quand je les regarde, etc. En vrai, c'est un luxe parce que j'avoue que quand t'es dans la salle, tu vois le match limite moins bien finalement. Donc je t'avoue que profiter des playoffs comme ça, c'était beaucoup plus plaisant. Ouais. Alors après, le problème, c'est que tu avais un pass pour la presse. T'étais pas en courtside, hein. T'étais pas non plus au premier rang. Là, t'aurais bien vu le match, hein, je pense, mais c'était pas le cas. D'ailleurs, est-ce que, vu que t'étais là-bas, tu l'as croisé ou pas, la chauve-souris de Manu Ginobili dans la salle des Spurs, ou non, elle était partie ? Et on a eu une chauve-souris à un moment. C'est vrai. Et non, c'est juste ce coyote déguisé en Batman qui l'a chopé. Et je t'avoue, on s'est tous posé la question de est-ce que c'est pas les Spurs qui l'ont mis volontairement là pour l'attraction. Et personnellement, en tant que vegan, défenseur de la cause animale, je me suis vraiment dit ce serait dramatique. Mais non, on a eu la chauve-souris. J'ai fait un match en courtside et franchement, tu vois les choses très différemment. C'est dur à analyser en termes de, tu vois, de tactique, etc. Parce que tout se passe devant toi, t'as pas la même vision et tout. Par contre, super intéressant comme expérience, juste pour voir le niveau athlétique des mecs, voir vraiment ce qui se passe, comment ils communiquent, etc. Donc je t'avoue, oui, j'aurais bien kiffé faire tous les playoffs en courtside. Ça aurait été un peu plus intéressant que devant mon ordi. Non, mais clairement, je pense qu'il y a, si t'es au premier rang, il y a un aspect où tu profiles du spectacle et du. En fait, je pense qu'on se rend pas compte derrière l'écran parfois à quel point les mecs ont des qualités athlétiques un peu hors norme, quoi. Parce que nous, on voit ça derrière l'écran, mais quand tu les vois en vrai, tu compares avec ton œil de vrai, quoi. Et tu te dis, ah oui, ok, ça va vite, quoi. Donc, même le mec où tu te dis, il est pas censé être explosif comparé au standard NBA, tu dis, ah ouais, ça va vite quand même, hein, finalement. Mais totalement. Et puis vraiment, tu vois, quand t'es au niveau des joueurs, en fait, tu réalises juste le jeu de taille, de puissance, d'explosivité et tout ça qui se joue en temps réel. En fait, même, c'est tellement différent de l'expérience quand t'es 5-6 sièges plus haut, c'est une folie. Enfin, honnêtement, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses d'être là-bas, notamment tout ce qui est qualité physique, etc. Et tu vois, ça m'a fait beaucoup de bien pour ma compréhension du basket. Donc, on va dire que je suis de retour à mon prime. Est-ce que l'échec, c'est pas le fait de ne pas avoir pu un jour partager un verre de vin avec Pop, parce que finalement ta deuxième année, Popovic était un peu il est assez vite parti, non, je crois, il a été assez vite mis sur la touche à cause de des problèmes de santé, pardon. Mais t'as pas pu faire comme Boris Dio à l'époque, faire le gang des Français qui boivent du vin avec Pop, quoi. J'aurais tellement aimé en vrai, mais non, j'avoue, déjà l'AVC après quelques matchs sur la deuxième saison, de toute façon j'aurais pas eu mon verre de vin quoi qu'il arrive, mais non, c'est vrai que c'était même premier degré, émotionnellement, c'était un petit peu difficile la deuxième saison.
Parce que mine de rien, quand t'es avec une équipe, tu t'attaches un petit peu, notamment à l'entraîneur, parce que t'as un côté un peu moins partial qu'avec les joueurs. Enfin, je trouve ça plus facile dans l'évaluation de mon travail après. Et j'avoue, Pop, c'est quelqu'un que je tenais en haute estime. Donc, tout ce qui s'est passé cette saison, c'était un petit peu touchant émotionnellement. On va dire ça comme ça. Bon, après, il paraît que Tony Parker veut aussi coacher en NBA désormais. On verra ça. Peut-être qu'à long terme aussi, on pourra continuer la fibre coaching et française des Spurs là-bas. On verra. Peut-être que Titi y retournera d'ici 10-15 ans. On ne sait pas. Donc bref, si ça va bien. Ben, d'ailleurs, oui, pardon, moment promo aussi, puisque tu es aussi et toujours sur Rivers, au niveau notamment du MOOC. C'est quoi D'ailleurs, on a parlé, je crois que pour les auditeurs, c'était hier avec Shai Mamou. mais donc, redis-nous quand même, au niveau du prochain MOOC de Rivers. Bah, je pense qu'on n'a pas encore annoncé le thème à mon avis, ou alors je vis dans une grotte. Non, je crois qu'il n'a pas annoncé. Maintenant, je me souviens, il n'a pas annoncé. Mais alors, réexplique un peu ce que c'est le MOOC aussi pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Pas de problème. En fait, on fait, je sais pas à combien de numéros on en est, mais à chaque fois on fait des MOOC, c'est un mélange entre un magazine et un livre, magazine et book. Donc on fait des MOOC de 300 pages environ, où vraiment on fait des longs articles qui peuvent faire 10, 15, 20 pages, avec lesquels on a des jolies illustrations. On bosse main dans la main avec des illustrateurs. Donc on essaie de faire les choses bien. Souvent on a plutôt une perspective historique, de raconter des histoires ou de raconter les choses sous un angle un peu nouveau. Pas mal d'interviews, etc. Comme je te le disais en off, moi c'était mon dream job quand j'ai commencé à bosser dans le basket, d'écrire pour le MOOC Rivers. Donc je t'avoue, dès qu'on a un MOOC à préparer, moi c'est le plus grand moment de l'année à chaque fois. Et pendant que j'étais à San Antonio, j'ai eu la chance de bosser sur le MOOC Spurs, et je t'avoue c'était mon préféré. Donc voilà. Donc pour ceux qui, je sais pas quand sort le MOOC, et j'ai aucune idée de quand on l'annonce. En tout cas voilà, je peux que vous encourager à plonger dans l'univers Rivers. Non, mais c'est aussi l'idée de faire proposer un très joli produit qui peut rester très beau dans une vraie bibliothèque, quoi. Et pas juste, alors, je veux dire pas juste un magazine, mais moi je suis un peu la génération magazine, quoi, encore. Je sais pas si toi t'es assez vieux pour avoir grandi avec des magazines NBA, mais c'était quand même génial, quoi. Et le MOOC, c'est cette idée de dire, on fait un magazine, mais encore plus joli, encore mieux fait, etc. Donc c'est un bel objet en plus, je veux dire. En plus du contenu, il y a aussi un bel objet, c'est aussi dans l'offre proposée. Je t'avoue, je trouve aussi, en plus, ouais, ça rend vraiment bien dans une bibliothèque, sur une table de chez quoi que ce soit. Je sais qu'un certain joueur français de 2024 dispose de la collection de tous les MOOC dans sa bibliothèque. Du coup, voilà, c'est vrai. Ouais, bah, je donne l'info comme ça, voilà, je dis pas d'où elle vient. Attends, donc Victor a peut-être lu mon interview c'est possible. Dans le MOOC où Ce qui me fait peur, c'est qu'il ait lu l'article que j'ai écrit sur lui, tu vois, parce qu'à chaque fois, je me dis, genre, aïe. Je sais plus ce que j'ai raconté dedans, tu vois, mais j'ai un petit doute sur certains trucs où je me dis est-ce que ça va lui plaire ou est-ce que ça va le saouler, je sais pas. Mais ouais, voilà, Victor Wembanyama a apparemment les MOOC Rivers chez lui. Voilà, c'est la petite information comme ça. Si vous voulez faire comme Victor et faire de mètre 24, vous savez ce qu'il faut manger des MOOC. Approuvé par Victor Wembanyama. Vous devriez le mettre sur la couverture d'ailleurs. Approuvé par Victor Wembanyama avec un logo de sa tête et un pouce vers le haut, tu sais. Bah, après, ça se trouve, il les a pas du tout aimés, tu vois. J'en ai aucune idée. Donc je peux pas dire ça, mais... Bref, Benjamin, si ça va bien, on peut enchaîner sur le format. Le top 100, tu le connais, donc on a un top 100, on a une playlist de 100 noms qu'on a fait avec les auditeurs sur Twitch et on prend à chaque fois 5 nouveaux noms, un peu au hasard, plus ou moins. Ça nous fait une belle cuvée à chaque fois de 5 noms et qu'on rajoute petit à petit au classement. Donc on a actuellement fait 8 numéros, on a un top 40 et donc là, après les 5 nouveaux noms qu'on va rajouter aujourd'hui, on aura un top 45, on sera quasiment à la moitié déjà, ça passe vite. Et donc, avant de passer à la cuvée du jour, le classement, je t'ai transmis le top 40 actuel. Est-ce que tu as des remarques à faire sur revendications sur ce classement que je rappelle est participatif et évolutif, donc forcément qu'il est possible qu'on fasse des reclassements à ta demande ou à la demande de plein de monde. Alors moi, ma première revendication, après il faut dire que j'ai été un peu biaisé. Effectivement, c'est Rudy Gobert en 19, je trouve que c'est un peu bas. Le mettre derrière Tyler Hero notamment, je trouve que c'est un joueur qui a juste moins d'impact en fait. Quand tu vois juste à quel point Rudy Gobert est important défensivement pour son équipe, à quel point c'est un système défensif quasiment, à lui tout seul, je me dis 19 c'est un peu bas. Le comparer, enfin le mettre dans la même zone que Miles Turner et Jarrett Allen, je trouve c'est un peu violent. Du coup moi je proposerais bien de le mettre en... C'est dur de choisir entre devant ou derrière Domantas Sabonis, mais pour moi c'est un peu des joueurs qui se valent. Domantas Sabonis, Rudy Gobert, c'est deux faces d'une même pièce, offensif-défensif. Du coup, moi, je proposerais bien de le mettre, on va dire, en 16 derrière Domantas Sabonis.
Je suis un peu d'accord. C'était un peu la discussion qu'on avait la dernière fois. Et il y avait un côté où on a fait la comparaison avec Sabonis aussi. Est-ce qu'on pourrait pas aussi soit remonter Gobert avec Sabonis, soit carrément descendre Sabonis? Mais je te rejoins qu'il y a un aspect où finalement la valeur est assez énorme en défense et que Sabonis c'est un peu l'inverse. Mais tu vois presque, j'ai l'impression que Sabonis c'est presque pire dans l'autre sens parce que autant au Gobert, ok, parfois il va handicaper l'attaque, mais pas tout le temps. Juste, il y a des fois, il va rester sur le terrain, tu lui donnes pas la balle, et puis voilà. Alors que Sabonis, les possessions défensives, il peut pas juste rester sur le terrain et pas te handicaper. Il peut se faire cibler à chaque fois si l'attaque en face, elle le veut, quoi. Alors que Gobert, si tu veux un peu le cacher, bah juste, tu l'utilises pas. Donc non, mais ça me va un peu de le remonter, effectivement. On le met au niveau de Sabonis déjà à ce niveau-là, et puis s'il y a d'autres gens qui voudront le remonter encore, peut-être on le fera. Mais ça me va. Bon alors après c'est une question de 3-4 places, on est d'accord. Mais très bien. Alors après, est-ce que t'en avais d'autres, des revendications dans ce classement? Franchement, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens, mais pour l'instant, non, pas trop. À la rigueur, je pourrais chipoter pour une ou deux places par-ci par-là, mais je trouve que c'est pas pertinent, tu vois, de te dire. Je pense que Franz Wagner, il est juste au-dessus de James Harden. Pour une place, je trouve que c'est pas non plus la mort. Je pense que tout le monde est dans son tiers, grosso modo. Donc à part Gobert, je trouve qu'il n'y a aucune injustice. Alors je t'avoue qu'on a eu des retours un peu d'auditeurs et plusieurs retours par rapport à Devin Booker. Bon, je précise aussi hein, l'enregistrement, normalement il y a un peu de décalage. J'essaye d'enregistrer un peu en avance pour qu'il y en ait un par jour qui puisse sortir, donc c'est pour ça que souvent on réagit avec 2-3 épisodes de retard. Non, par rapport à Booker, tu vois qu'on a mis qui actuellement est 6ème un peu dans le chapeau avec Haliburton et Brunson. Et le débat par rapport notamment à Durant, Kevin Durant, qui est le joueur de sa propre équipe, des Suns, et puis aussi notre remarque d'un autre auditeur par rapport à Cade Cunningham sur le côté. Tu vois, par rapport à Durant, c'est oui, alors Durant est largement plus efficace. Et à quel point est-ce qu'on n'a peut-être pas assez pénalisé Booker pour la mauvaise saison alors qu'on l'a fait un peu pour Durant. Et voilà. Et de l'autre côté, par rapport à Cade, c'est l'aspect de l'exercice du jour, c'est évaluer la valeur de facto en 2025. Dans les faits, Cade a eu aussi le plein pouvoir, légèrement moins efficace, mais pas non plus des tonnes. Mais le fait d'avoir eu je sais pas moi, 80 ballons par match à gérer, de facto, il a quand même pu générer plus de valeur que Booker qui a pu en gérer 40, 50 parce que il y avait d'autres stars à côté, quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses déjà, premier abord de Booker versus Durant? Booker, je trouve ça un petit peu difficile parce que d'un côté, on a Booker qui est quand même beaucoup plus responsabilisé en termes de création, moins depuis que l'équipe joue avec Bill. C'est un petit peu un contexte particulier, je trouve, au Suns où la création était très répartie. N'empêche que Devin Booker avait quand même une grosse part de création, plus que Kevin Durant, de mon ressenti, j'ai pas les stats sous les yeux. Pour moi, c'est pas choquant de mettre Devin Booker devant Kevin Durant. Ensuite, je peux entendre aussi que ça marche dans l'autre sens. Cade Cunningham, à la rigueur, je pourrais le voir plutôt devant Devin Booker parce que justement, plus grosse responsabilité. Je pense que dans ce podcast, il y a une constante, c'est que les créateurs ont toujours été ultra valorisés. Par rapport aux autres joueurs. Et peut-être que Cade Cunningham, il mérite plus sa place dans le chapeau Tyrese Haliburton, Jalen Brunson et compagnie que Devin Booker à la rigueur. Donc tu vois, si c'était moi, peut-être que je montrais Cade Cunningham d'un cran en 8, un truc comme ça, et que je mettrais Devin Booker derrière lui. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit choquant comme ça. Peut-être que si d'autres joueurs viennent se mettre entre les deux, ça devient problématique, mais 2 places d'écart entre les deux, pour moi, c'est tout à fait défendable. Hein. Non, mais alors effectivement, c'est vrai qu'on est littéralement sur 2-3 places d'écart. Mais c'est vrai que tu vois, le haut du classement est toujours là où il y a le plus de disputes, on va dire. Et on a voilà 2 places d'écart au niveau de la 40e place. Ça fait moins débat, on va dire. Mais non, mais c'est vrai que pour le cas Booker, en plus, je veux bien concéder que moi, j'étais parti un peu en mode pour défendre sa saison. Et je crois qu'on l'a fait avec Tom aussi parce que tu vois, il y avait un aspect où il n'a pas été All-Star et tout. J'ai l'impression que les gens l'avaient un peu sous-estimé par rapport à son niveau réel. Et c'est pas impossible qu'on lui ait pas appliqué le même malus qu'on a mis à Durant. Ou de l'autre côté, on peut aussi se dire que il y a plus de création chez Booker, mais l'efficacité est à ce point génial chez Durant. Après, ce qui est marrant, c'est de voir que tu vois, si on regarde un peu les stats de cette saison, alors c'est échantillon réduit, donc justement, il faut faire attention, il faut regarder un peu les indicateurs qu'il faut, quoi, pour le coup. Mais en fait, l'attaque, quand il n'y a que Booker, elle est pareille que l'attaque quand il n'y a que Durant. Tu vois, donc malgré le différentiel d'efficacité individuelle de Durant, au final, on a deux attaques qui étaient un peu similaires. Mais surtout que, en fait, moi, j'étais un peu dans l'idée de raccrocher Booker au wagon Brunson et Haliburton.
Mais parce que d'habitude, Durant est devant ce groupe-là, tu vois. Et sauf qu'on a d'abord classé Durant, qu'on avait un peu pénalisé pour la mauvaise saison. Et ensuite, on a classé Booker, mais avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, tu vois, il y a aussi un côté où quand on fait un classement avec plusieurs intervenants différents, etc., il n'y a pas la continuité qu'on aura avec une seule personne, forcément. Mais je veux bien concéder qu'en effet, peut-être que Durant peut être considéré comme ayant eu plus de valeur que Booker. Après, comme dit, on est sur 2 places d'écart pour le coup, donc c'est pas non plus alarmant. Et pareil pour Cade, tu parlais un peu de Cade Cunningham. Au final, c'est vrai que Booker pourrait peut-être descendre un tout petit peu de chapeau et rejoindre Durant et Cade. Je veux bien le concéder. Moi, je pense que ça a plus de sens, en tout cas, d'avoir Cade Cunningham et Devin Booker l'un à côté de l'autre, parce que je trouve qu'on est quand même vraiment sur des profils proches, pas forcément en termes de jeu, mais je veux dire en termes de rôle dans leur équipe respective. Cade étant plus central, évidemment, vu le contexte collectif. Moi, j'aime bien cette idée-là. Ensuite, Kevin Durant ou Devin Booker, l'un devant l'autre, j'avoue, pour moi, en fait, ils sont vraiment quasi équivalents sur leur saison. C'est vraiment dur de trancher. Ouais. Et j'avoue, pour une place d'écart, je suis pas du genre à chipoter. Non, mais comme dit aussi un auditeur sur le Discord, il y a la valeur défensive de Cade aussi, qu'on n'a pas chez Booker. Et en fait, tu vois, pour le reformuler, on est vraiment sur évaluer qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Je pense que dans la théorie, j'aurais un truc du genre Ja Morant, puis Devin Booker, puis Cade, un peu dans la théorie générale. Sur ce qui s'est passé de facto, je pense que Cade a eu sans doute la meilleure saison avec le plus de ballons. Et je pense qu'il faut un peu pénaliser aussi Booker et Ja Morant. On l'a fait pour Ja Morant, tu vois. On l'a fait pour Ja Morant qui a moins joué, qui a été un peu moins bon, moins optimisé. Donc, de facto, on lui a donné moins de valeur, il est plus bas. Et pareil pour un Butler aussi, qui a moins joué, moins de ballons. Bon, on pénalise sur ce qui s'est passé dans les faits. Donc, c'est vrai que peut-être c'est un malus qu'on n'a pas appliqué suffisamment pour Booker. Donc, ok. Bah, si tu veux, on peut le mettre au même niveau. Alors, on met Durant, puis Booker, puis Cade. Comme ça, les trois sont un peu collés. Un truc comme ça. Ça peut le faire. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, ouais. Très bien, ouais. Très bien. Et bien, faisons comme ça. Bref, donc voilà pour le reclassement. Partie best of the rest aussi, des intervenants ont déjà parlé d'éventuellement Jordan Poole. Faudrait qu'on en parle et qu'on l'inclue dans le classement au final. Jordan Poole, Malik Beasley, Malik Monk, c'est les principaux. Est-ce que tu avais aussi un quatrième nom à évoquer, ou alors tu voulais un peu appuyer l'une de ces candidatures? Mais écoute, moi je vais appuyer plutôt la candidature d'un joueur que tu n'as pas cité, Tari Eason. Ouais. Je pense qu'il a sa place dans le top 100. Évidemment, fin de top 100, bien sûr. Mais juste la défense on-ball, off-ball, la polyvalence du joueur de manière générale. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'impact dans le système des Rockets. Beaucoup plus que pendant sa première saison. Donc moi, je le vois bien dans le top 100, sincèrement. Je pense qu'il est très brut offensivement, évidemment. Donc c'est peut-être pas évident de le classer dans le top 70 ou je sais pas quoi. Mais le voir dans les 85 à 100, pour moi, ce serait plus que logique. Je pense qu'on est vraiment là juste par sa production défensive, en fait. Alors, chers auditeurs, je m'excuse, je vais répéter la même chose à chaque fois, puisque à chaque fois, les intervenants me parlent de Tari Eason, et à chaque fois, je ne le recite pas. Donc, l'intervenant après me dit « Alors, t'as pas parlé de Tari Eason ?» Mais non, alors, la limite de Tari Eason, c'était le minutage. Il est seulement à 25 et quelques, et comparé à des gros titulaires, dans le top 100, il n'y a que des gros titulaires autour des minimum 28, 29, 30, quoi, pour le coup. Mais en même temps, vu que tout le monde en parle, tu vois, vu que littéralement, on est à 9 épisodes, on doit avoir 6 intervenants sur 9 qui ont dit Tari Eason, eh bien, je le rajoute officiellement à la liste pour de vrai. Voilà, il y avait un côté un petit minutage, finalement, je ne savais pas trop comment juger. Tu me diras, on a mis Caruso. Est-ce qu'on a bien fait? Je ne sais pas. DiVincenzo, au final, est aussi à 26, 27, je crois, de mémoire. Donc, non, mais ok, mettons-le et on en discutera et on l'inclura à la fin de manière un peu organique. En tout cas, on essaiera. Très bien. Eh bien, passons à la QA du jour. Je peux la rappeler, je ne l'ai pas encore cité d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as eu du Chet Holmgren, tu as eu du Kawhi Leonard, donc un peu des saisons déclopées, mais on va en parler justement. Également du Devin Vassell, que tu connais bien, du Dillon Brooks et du DeMar DeRozan. Belle QV pour le coup. Question traditionnelle avant qu'on en discute un par un et qu'on les inclue au classement. Comment est-ce que ces 5-là, tu les as classés entre eux? Bah écoute, en fait, tu me les as envoyés dans un ordre et j'ai quasiment pas changé. J'ai commencé par Kawhi, logique, qui est vraiment la superstar du groupe. J'enchaîne avec Chet Holmgren, qui pour moi est vraiment un joueur de premier rang. Et t'as quand même 3 joueurs derrière qui sont beaucoup plus bas en termes de qualité, je trouve.
Donc DeMar DeRozan d'abord, puis Devin Vassell, puis Dillon Brooks, que j'ai mis en dernier dans mon classement. Voilà, pour moi, il y a vraiment un gros tiers tout en haut, avec les deux premiers, et puis ensuite, les autres, on peut en débattre. Je suis d'accord. J'avais Kawhi, puis Chet, puis DeRozan. Quoique, mais on va en discuter. DeRozan, Devin Vassell, et puis Dillon Brooks plutôt en dernier, assez facile. Je peux aussi le préciser d'entrée de jeu. Je rappelle, classement par rapport à 2025. C'est le critère, c'est à quel point est-ce qu'ils ont été bons en 2025. On n'est pas sur la valeur cumulée. Donc en fait, on se dit que on va pas discriminer à partir de tiens, lui il a joué 20 matchs de plus ou de moins. Je dis ça parce que en gros, pour être dans la pré-liste, il faut avoir fait une mi-saison. Voilà, à peu près 42 matchs sur 100 sur 82 pardon, excuse-moi. Donc à peu près une mi-saison. Kawhi Leonard et Chet ne passent pas totalement le cut. Je crois que Kawhi est plus proche, il doit être proche des 42, mais Chet il est au niveau des 32. Mais je le précise, comme on disait un peu sur Twitch ensemble, les auditeurs en avaient parlé. Quand on rajoute les playoffs, on y arrive finalement à plus que 42 et quelques. Tu vois, un mec comme Chet, il a fait que 30 en SR, mais finalement il a plus de 20 aussi, plus de 25 même je crois en playoff. Donc c'est pour ça qu'on l'a inclus et c'est pour ça que Kawhi Leonard et Chet Holmgren sont dans le classement, sont pas dans la liste un peu des blessés, tu vois, les Joel Embiid, les Jalen Suggs, Jalen Johnson, etc. Donc voilà, ils sont dans le classement et on va évaluer un peu qu'est-ce qu'il valait quand ils étaient là. Et on va pas dire non, on le fait baisser de 20 places parce qu'il a joué 20 matchs de moins, quoi. Donc très bien, voilà, petite précision. Tiens, d'ailleurs, attaquons d'entrée de jeu, si tu veux bien, avec DeMar DeRozan. Je te fais le topo vite fait et puis on peut en discuter. 36 minutes par match encore pour DeMar DeRozan, l'éternel, 77 matchs, 22 points par match, 4 rebonds et plus de 4 assists également de moyenne, 25% d'usage, donc plutôt un bon usage pour le coup, avec une efficacité qui est au niveau de la moyenne. On est à moins 1%, mais bref, on est au niveau de la moyenne. Pour te lancer, on est sur une saison c'est du DeRozan qui fait du DeRozan en fait, mais pas forcément avec des résultats collectifs. De toute façon, DeRozan qui fait du DeRozan, c'est DeRozan qui prend aussi 71% de ses tirs à mi-distance. On peut commencer quasiment par là. On est vraiment sur le dernier bastion des joueurs de mid-range qui est un peu en train de s'éteindre progressivement, je pense. Il est 35 ans, c'est clairement la dernière phase de sa carrière. Donc on est vraiment là-dessus. On est sur un DeRozan un petit peu en déclin. C'est pas du tout sa meilleure saison. C'est pas non plus des résultats excellents. En même temps, les équipes de DeRozan ces dernières années n'ont pas performé parce que même si DeRozan produit, c'est pas du tout un archétype de joueur extrêmement efficace. C'est ce qui fait que pour moi, il est clairement en dessous des deux joueurs qu'on a cités avant, Kawhi et Chet Holmgren. Donc, voilà, pour moi, DeRozan, c'est un petit peu cet exemple d'un joueur qui est bon dans ce qu'il fait en soi, qui est productif. Mine de rien, il est encore à 22 points de moyenne, 4 passes décisives aussi. Donc, c'est un joueur qui produit beaucoup, mais en fait, juste son style de jeu n'est quasiment plus NBA compatible. Il y a un côté beau, il y a un côté basket éthique, etc. Si on était dans un podcast, justement, un peu plus dans ce côté, on aime bien les beaux joueurs, on aime bien les mecs qui jouent le beau jeu, etc. Je dis pas. Par contre, voilà, il faut se résoudre à se dire que l'efficacité de DeRozan n'est plus du tout ce qu'elle était et que la NBA a évolué un petit peu sans lui, même si c'est un petit peu adapté, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, pour moi, DeRozan, c'est un genre mid, en fait, dans ce top 100. En fait, je savais pas trop quoi en faire, DeRozan. En plus, il y a un côté, tu sais, quand il était free agent l'été dernier, et le truc, c'est qu'on savait pas s'il allait pouvoir avoir un gros rôle, quoi. Parce que lui veut, comme à chaque fois, un assez gros rôle, sauf que il fallait bien trouver une équipe pour lui donner. Et que, heureusement, on a eu un sign and trade en fin d'été qui a donné un peu les Kings, mais c'était pas sûr, quoi. Et le problème de DeRozan, au-delà du niveau de jeu, c'est surtout pour moi le manque de flexibilité et du profil, en fait, tu sais, où en fait il veut toujours beaucoup de ballons, il est surtout utile quand il a la balle, quand il a pas la balle il est pas trop utile, et donc en fait t'as un peu ce compromis, ce truc mince, il faut qu'il ait la balle, mais quand il l'a, au final c'est intéressant, mais c'est quand même pas la folie, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'on est quand même sur une saison un peu moins bonne que d'habitude, que ces 2-3 dernières années où il y a quand même pas mal de progrès qui avaient été faits petit à petit, tu sais, avec le passing à l'époque des Spurs, le passing était arrivé époque Spurs plutôt qu'à Toronto, il y avait rien. Et puis même un peu l'aspect de drive, notamment, où c'était pas des drives explosifs jusqu'au panier, mais en fait c'est juste je vais sur mes spots à 2-3 mètres du panier, je prends mon petit pull-up, ou alors je vais aussi une maîtrise des lancers francs qui est assez phénoménale, hein. Pour le coup, il est vraiment élite au niveau des lancers francs. Il est toujours élite, tu vois, au niveau du shooting foul percentage, à quel point il provoque des fautes pendant une tentative de tir, il a 15%. C'est
très bien, c'est même très très bien, l'échelle va à peu près de 5 à 20%, grosso modo. C'est très bien, mais tu vois, avant, l'an dernier, l'année d'avant, il était autour des 17-18, quoi. On était plutôt quasiment top 10 de NBA parmi les arrières, ou les extérieurs, je veux dire. Et là, c'est encore bon, mais ça a un peu glissé. Donc, ce qui fait que le drive, en termes d'efficacité, on est, entre guillemets, que top 15 parmi les gros drivers. On n'est pas comme l'an dernier où il était top 5 quasiment. Donc là, il y a une petite chute d'efficacité. Et ce qui fait que encore, tu vois, il y a encore quelques années, on pouvait argumenter l'aspect de, bon, une attaque autour de lui, elle est pas géniale, mais au moins, lui, quand il prend les tirs, ça devient un peu efficace, quoi. Il a fait des saisons, plus 7%, plus 3, plus 4%. Là, on est un peu plus moyen, même sur son propre scoring, on va dire. Et le problème, c'est que le playmaking est sympa, mais c'est pas un moteur à décalage, j'ai l'impression, quoi. Non, c'est clair. Et puis, je pense que tu l'as bien dit. Je me suis fait la même réflexion en repassant un petit peu sur l'évolution de DeRozan. Moi, je trouvais que l'évolution en Spurs, c'était intéressant parce qu'il avait été placé pas mal dans ce cadre de quasiment meneur sur pas mal de possessions, sur ailier, créateur, etc. Et en fait, à Chicago, il est plus revenu dans ce truc de j'ai vraiment la balle énormément et il était un peu obligé de la distribuer et compagnie. Donc, c'était correct aussi à ce niveau-là. Mais je veux dire, c'était beaucoup moins meneur, c'était beaucoup moins créateur, etc. Beaucoup plus juste, je vais scorer sur mes possessions. C'est un joueur qui est encore efficace en drive quand même, je trouve, parce qu'on est sur 9,3 drives pour 36 possessions, un taux de réussite en true shooting percentage à 60,5%. Mais juste, en fait, tu regardes sa production à 3 points notamment, en fait, elle est inutile. Enfin, c'est juste, il peut pas shooter. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui le pénalise beaucoup. C'est pas un gros joueur défensif non plus. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Effectivement, c'est un joueur qui est capable de prendre le ballon, créer son propre tir à mi-distance. Il a un footwork, une fluidité dans ses mouvements à mi-distance qui est phénoménale. Je trouve qu'on l'a beaucoup vu cette saison, notamment après le départ de De'Aaron Fox, créé en pick and roll aussi. Donc pas un pur meneur juste en pick and roll, je trouve qu'il est plutôt solide. Mais en fait, le fait qu'il refuse de tirer à 3 points continuellement fait que certes, il est solide en pick and roll, mais il sera jamais élite parce qu'il a juste pas la possibilité de prendre à 3 points. Donc c'est vraiment un scoreur qui est très spécialisé, qui est pas dans l'air du temps, ça se ressent. Il est globalement efficace, juste il est plus du tout élite. Et on n'est pas non plus sur les saisons à Chicago où il avait donc un rendement beaucoup plus important, où il avait aussi une production de manière générale des responsabilités qui était plus importante. Il a eu des saisons à plus de 30% de usage. On est redescendu comme à 25, il y a vraiment une différence. Donc on est sur, à mon avis, une version de déclin de DeMar DeRozan. Et c'est pour ça cette saison, c'est un petit peu difficile. On marque vraiment le début de la fin de carrière, je pense, de DeRozan. On en parlait un peu en plus avec Baptiste. On a fait un podcast sur les meilleurs vieux de NBA pour le contraire des meilleurs jeunes. Non, on se projetait un peu comment tel ou tel joueur va vieillir. C'est vrai que DeRozan, tu vois, je l'imagine pas rester un peu titulaire dans une bonne équipe, mais avec un rôle différent de tiens, je vais toucher moins de ballons et je vais être off-ball. Ça, c'est pas trop DeRozan. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait entamer une autre partie de carrière, un peu en mode vraiment la fin de carrière de je joue comme d'habitude, mais en sortie de banc. Je le fais sur 15-20 minutes. Je sais pas moi, chez des Boston Celtics, chez des peut-être pas OKC parce qu'il n'y a pas la défense, on va en parler, mais ou d'autres équipes comme ça, tu vois, ou même chez les Lakers, ou je sais pas, mais en gros, t'aurais toujours un DeRozan à 25% d'usage. Quand il est sur le terrain, il est utilisé, mais c'est sur 20 minutes plutôt que 30. Et peut-être que cette partie de carrière va arriver, mais peut-être pas de suite, cela dit. Mais ce qui est un peu marrant, c'est que, enfin c'est marrant, je ne sais pas, mais pour le coup, l'explosion de ces paniers assistés est un peu notable parce que ça a toujours été un des mecs les moins assistés de NBA et qui a toujours eu le régime de tir le plus compliqué et auto-généré, on va dire, et c'est monté à 43% de paniers assistés cette saison. Bon, il y a un côté très simple de, en fait, les longs pull-up à 2 points qu'il prenait tout seul sur pick and roll, cette année, en fait, c'est pas des pick and roll, c'est des jeux de main à main par moment. Et donc, en fait, il y a une assist. Mais tu vois, ça change pas grand chose. C'est juste que, à la base, c'est Sabonis qui a la balle. Il a donné à DeRozan qui pose à peine un dribble et donc ça compte comme une assist. Enfin, bref, dans les faits, tu vois, je trouve pas que ça ait changé grand chose et c'est un peu pour moi le drame. Je ne sais pas, mais c'est un peu la déception. C'est que ces Kings ont ramené peut-être l'anti-Kings parfait ou imparfait, je ne sais pas, mais c'est le mec qui collait le moins en termes de fit tactique parce que tu avais cette Princeton offense avec ses jeux de main à main, la high post offense, Mike Brown, etc. Et que tu rajoutes un mec qui, bon, ok, le scoring est à peine efficace, mais à la limite, c'est pas très grave ça, mais c'est surtout qu'en termes de synergie,
avec la balle, sans la balle. C'est un mec qui va plutôt un peu vampiriser le jeu, stagner le jeu, et qui va pas du tout s'inscrire dans ce mouvement collectif des Kings. Donc en ce sens, pour moi, le fit était largement un des pires qu'on puisse imaginer, et c'est un peu la confirmation qu'on a eu en cours de saison, ou même je pense que le projet s'est complètement transformé, je vais pas dire échoué, mais on n'est plus sur les Kings d'il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Tu vois, Fox est parti, remplacé par DeRozan, c'est plus le même projet, quoi. Et donc c'est plus non plus le même fond de jeu non plus, quoi. Moi, franchement, tu regardes les Kings aujourd'hui, je pense que ça va nulle part finalement. L'équipe, elle est pas cohérente, t'as un peu recréé les Bulls de DeRozan justement, ouais, avec Sabonis à la place de Nikola Vucevic, ce qui est un gros changement quand même, on va pas se leurrer. Mais ensuite, voilà, DeMar DeRozan dans ce contexte, en tout cas, aux Bulls, il était pertinent. Alors, je dis pas qu'il a pas fait gagner son équipe en soi, mais dans ces situations de crise dans lesquelles on avait besoin de quelqu'un qui tenait beaucoup la balle et il n'y avait pas beaucoup de principes de jeu collectif, justement, c'était un petit peu beaucoup de hero ball de la part de DeRozan. Dans ce contexte-là, DeRozan était un bon joueur. Dans le contexte des Kings, où on a une attaque beaucoup plus organisée et où le jeu tourne principalement autour de Sabonis, je trouve ça effectivement beaucoup moins pertinent. Moi, j'aime bien le voir dans un rôle à la TJ McConnell, effectivement, pour tu joues en sortie de banc, un jeu très offensif, tu vas aller marquer tes points, etc. Je pense que ce serait quelque chose de beaucoup mieux pour lui. Et là, du coup, cette saison, c'est un peu le côté hybride compliqué, où on a un joueur qui, comme je l'ai dit, un joueur qui produit bien pour ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue en termes de mid-range. Évidemment, il est centième centile en termes de mid-range, de tentatives de mid-range avec 12,4 par match. Il est dans le 85e centile en termes d'efficacité, enfin en termes de réussite sur ses mid-range. Ouais. Donc c'est un joueur qui maîtrise ce qu'il fait. Le fait est que ton mid-range, il est... voilà, tu réussis 48,8% de tes mid-range. C'est toujours moins bien que de réussir 40% de tes 3 points. Donc ton profil n'est plus très pertinent. Et certes, il a le drive, mais peut-être qu'il ne drive pas suffisamment pour capitaliser dessus. Peut-être aussi qu'il y a ce côté, donc il ne crée pas assez avec. En tout cas, le profil offensif est correct, mais voilà, tu regardes le real true shooting percentage. Donc je rappelle je pense que tu dois le rappeler tout le temps, mais il y a toujours des gens qui peuvent découvrir la stat. C'est concrètement, tu prends la moyenne de la ligue, où est-ce que tu te situes? Donc la moyenne c'est 50. Si t'as plus, c'est que t'es meilleur que... Enfin la moyenne c'est 0 plutôt. Si t'as plus, c'est que t'es au-dessus de la moyenne. Si t'as moins, c'est que t'es en dessous de la moyenne en termes de true shooting percentage. Donc là, en l'occurrence, on est à moins 0,7, ce qui est pas du tout catastrophique. C'est quelque chose de mid finalement, mais c'est pas quelque chose de positif. Donc à partir de là, c'est juste dommage. Pour moi, ça résume très bien DeRozan. C'est que tu regardes ce qu'il fait, tout est au vert, évidemment. Les drives, c'est au vert. Le mid-range, c'est au vert. Même près du panier, finalement, il tente pas beaucoup, mais il a une réussite importante. Il crée des lancers aussi, moins qu'avant. Tout ça, c'est au vert, mais juste sa capacité, enfin son manque de 3 points fait que son efficacité globale est en dessous de la moyenne de la ligue, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est juste ce profil qui est trop vieux, tout simplement. Beaucoup tout simplement dans mes phrases. Tu me permets de rappeler que le true shooting plus les stats en plus de Basketball Référence, c'est true shooting du joueur divisé par le true shooting moyen de NBA. C'est un ratio. Et le relative true shooting, c'est quoi? C'est Ben Taylor qui le fait notamment, je crois, ou d'autres sites comme ça. Là, c'est une différence. Donc, c'est le true shooting du joueur moins, non pas divisé, mais moins le true shooting moyen. Donc, bref, c'est pareil, hein, c'est la même chose, mais exprimé de manière différente, grosso modo. Mais voilà, c'est l'efficacité relative à la moyenne. C'est un peu le point technique pour ceux que ça intéresse. La défense aussi, on l'a pas encore dit, mais on va pas non plus y passer 3 heures. C'est pas, pour moi, c'est clairement un négatif défensivement. Donc, ça aussi, ça fait un peu de mal à l'équipe. Et c'est aussi là-dessus où je pense qu'il y a des problèmes sur le côté développement du profil. C'est qu'il veut beaucoup de ballons, c'est qu'il est intéressant mais pas génial avec tous ces ballons, et que surtout il joue pas beaucoup off-ball. Tu as parlé du 3 points, la valeur off-ball est pas folle, donc pas trop génial de le combiner à côté de, je sais pas moi, un pick and roll Fox Sabonis, tu vois, ça marcherait pas par exemple. et puis la défense aussi, la défense c'est pas top, donc c'est pas un profil facile, et c'est un profil où tu peux accepter tous ces compromis si il a tous les ballons et qu'il y a un rendement qui est génial ou très bon. Et plus ça avance, moins c'est le cas. Mais bref, allons vers le classement alors. On a quand même beaucoup parlé de DeRozan. Le classement, où est-ce qu'on l'imagine? Quels sont tes points de repère? Quelle est ta fourchette haute et quelle est ta fourchette basse? En gros, si le top 100 était formé intégralement, moi c'est un joueur que je vois autour des places 60-70. En gros, c'est ça. Je pense qu'on peut... Enfin, 60 c'est un petit peu le max pour moi. Je pense qu'il peut descendre aussi bas que peut-être 80-85. Et là, je regarde la liste, en l'occurrence, je vois des joueurs comme
Tu vois, je pense que c'est clairement en dessous de joueurs comme Norman Powell qui produisent à un niveau, je trouve, supérieur. Même Andrew Nembhard, à mon avis, c'est au-dessus. Je pense que Rui Hachimura, typiquement, tu vois, là, on parle de quelque chose dans les 30. C'est quelque chose de beaucoup plus comparable déjà. Moi, je le mettrais dans le classement actuel, derrière Andrew Nembhard, en 32e position, devant Rui Hachimura. Et dans le classement final, en 60, 65, 70, quelque chose dans ce goût-là. Alors, j'imaginais qu'elle allait taper beaucoup plus haut, je t'avoue. Ah ouais? De tête, mais après, c'est aussi pour ça qu'on fait les podcasts, c'est pour en parler. Non, alors j'avais une fourchette haute à pas dépasser assez largement. C'était un peu tout ce qui est Tyler Hero et Jamal Murray. Parce que, tu vois, c'est un peu gros volume et efficacité au niveau de la moyenne. Mais Jamal Murray a quand même beaucoup plus de synergie off-ball, de manière de combiner le spacing aussi, tu vois, on parlait du côté off-ball, mais il y a ça aussi, il n'y a pas que le mouvement, il y a aussi le spacing, plus la défense quand même bien meilleure. Hero, c'est moins de défense, mais beaucoup plus de dynamisme en attaque. Donc tu vois, pour moi, c'était un peu dans le côté où est-ce qu'on ne peut absolument pas dépasser, c'est ça. Pour moi, le max du max, on va dire, c'est plus genre Kristaps Porzingis, je pense, en 23e position. J'aurais beaucoup de mal, voire je trouverais ça un petit peu chaud, que DeRozan soit au-dessus de ce genre de joueur. Et la fourchette basse, c'est peut-être justement Toumani Camara, Rui Hachimura. Je le vois quelque part dans ce milieu-là. Ouais. Non, mais je vois, mais après, tu vois, par rapport à ma fourchette haute, c'était que jusqu'où on descend. Parce qu'ensuite, t'as du OG Anunoby et un groupe de pivots, la Turner, Allen, Gordon, Porzingis. Est-ce qu'on descend ça? Est-ce qu'on descend encore Paul George, Scottie Barnes qui sont là, qui sont moins efficaces en termes de scoring sur leur propre rapport, mais de la création aussi, et surtout de la défense d'élite aussi pour Paul George, etc. Donc c'est vrai que finalement on peut continuer de descendre. Je me pose la question par rapport à Norman Powell, qui fait une top saison, mais dans un rôle un peu différent. Tu vois, je vais pas dire finisseur, mais quand même un peu plus créateur de pour lui, quoi, pour le coup. Et c'est pas, tu vois, DeRozan, il y a quand même ce côté énorme volume, rendement pas si mal que ça. Donc de facto, ok, c'est pour une équipe un peu nulle, mais ça accumule de la valeur, quoi. Mais non, mais après c'est vrai que je peux entendre. Après, je pense que j'étais dur quand même. C'est un petit peu le côté. En fait, c'est un peu ce que je disais par rapport à Devin Booker à la base. C'est dur pour moi de classer DeRozan dans ce classement aussi, parce qu'il y a le côté. Je me perds un petit peu dans ce que je veux dire. Mais t'as un peu une sorte de taxe bizarre qui est genre, vu que le mec est un peu surcoté, j'ai tendance peut-être à le sous-coter un petit peu. Oui, bien sûr. Et, je comprends. Et donc, je me dis, tu vois, pour moi, Norman Powell, Lou Dort, enfin, j'ai dit ma fourchette haute, c'est plus genre Kristaps Porzingis, etc. Je pense que ma fourchette vraiment réaliste, si on minimise, elle est quelque part avec Norman Powell. Pour moi, on peut commencer à discuter à ce niveau-là. Et du coup, Rui Hachimura et compagnie. Ouais. On réduit bien entre 27 et 31. Personnellement, je le mettrais limite derrière Lou Dort parce que, en fait, c'est un peu ce que je disais par rapport à Gobert en début de podcast. C'est un peu l'inverse dans le sens où son apport défensif, c'est un peu comme l'apport offensif de Lou Dort. J'aurais du mal à le juger parce que les profils sont tellement différents. Mais tu vois, typiquement, pour moi, Kobe White, DeMar DeRozan, c'est un peu le même combat. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'on pourrait les coller, hein, très simplement. Kobe White et DeRozan. Ça me dérange quand même un peu par rapport à Dort et McDaniels qui sont quand même très typés défenseurs et quasiment zéro création, quoi. Et je te dis pas que si j'ai le choix, je prends DeRozan plutôt que Dort et McDaniels. Mais j'ai l'impression que avoir autant de ballons de création, tu vas quand même arriver à générer de la valeur. Alors pas de la valeur en mode Curry ou Doncic, hein, mais tout de même, quoi. Mais non, mais ok, ça me va. Mettons-le là. Ça me fait un peu bas quand même. Ça me fait un peu bas, mais moi je suis tout à fait ouvert au compromis. Il y a aucun problème. Donc, pour moi, non, mais il faut quand même trouver la bonne place. C'est vrai que Kobe White, Powell et DeRozan, on parle aussi je trouve, de profils un petit peu similaires. C'est un grand mot, mais je veux dire. C'est des rôles en termes de ce qu'ils font quand ils sont sur le terrain, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Et pour moi, c'est pareil, c'est discutable. Je pense qu'il y a peut-être un chapeau Powell DeRozan. Bon, je parle d'un truc un peu niche là, mais il y a peut-être un angle Powell DeRozan et DeRozan en 28. Après, pour moi, DeRozan, c'est 28 ou 30. Pareil, c'est pas un. La question, c'est plus devant, derrière Lou Dort, Jaden McDaniels. C'est un petit peu dur d'évaluer, je trouve, parce qu'ils apportent des choses tellement différentes. Je value beaucoup la défense. Je trouve ça vraiment fort. Mais
peut-être que 28, ça m'irait aussi. Écoute, non, mais faisons comme ça. Faisons comme ça, on le colle à Powell pour l'instant, et puis je vais continuer de récolter des avis. Demar DeRozan, et donc petit quiz pour terminer. Est-ce que tu avais oublié ça? Tu avais oublié qu'il y avait des quiz? J'avais complètement oublié les quiz, je vais pas te mentir. Des quiz pour se remémorer des actions marquantes de la saison, qui est sur le terrain. Nous sommes le 29 mars 2025, 29 mars. C'est un contre sur Paolo Banchero. Énorme contre sur Banchero. Il n'en fait pas beaucoup, DeRozan, des contres. Donc j'en ai pris un parce qu'il était marquant. Qui est sur le terrain au moment de ce match et de ce contre de DeRozan sur Banchero? En plus, tu me sors quand même une équipe qui a eu son petit lot de blessés. Et oui. Donc, je t'avoue, je vais commencer par les Kings, parce qu'à mon avis, ce sera plus facile. Je vais tenter Domantas Sabonis, déjà. Ouais. Je vais tenter Keegan Murray. Il n'est pas sur le terrain, non. Alors, Zach LaVine, je pense qu'il jouait largement... Non, pas sur le terrain à ce moment-là. Attends. Nous sommes le 29 mars. Ok. Bon, du coup, s'il y a ni Keegan Murray ni Zach LaVine, on va se dire que c'est des mecs genre peut-être Malik Monk. Exactement. Trey Lyles. Trey Lyles, c'est sur le terrain, ouais, tout à fait. Je vais dire Valanciunas, mais il y a déjà Sabonis sur le terrain. Si je te dis une légende de Creighton. Moi, je sais que c'est ta grande passion, mais moi, je suis très mauvais pour ce genre de choses. Mince, ça fait 2 fois que l'indice il passe pas. Si je te dis... Non, il est passé. Je crois qu'il a joué pour son père à Creighton. Mais non, mais il était aux Spurs, assez longtemps aux Spurs et aux Pacers. Attends, Spurs, Pacers, Doug McDermott, je pense. Exactement, Doug McDermott, ouais. Tout à fait. Et côté Orlando alors? Alors du coup, donc Banchero, je dirais bien Franz Wagner, qui devait pas être trop blessé. Pas sur le terrain à ce moment-ci. Terrible. Je vais tenter Caleb Houston, vu que c'était un peu sa saison. Exactement, Caleb Houston, bah dis donc. Je tenterais bien Anthony Black. Oui. Ok. En vrai, franchement, le taux de réussite est pas mal. Je t'en sors, hein. Donc on a Banchero et tout, je pense qu'il manque un peu un pivot ou quoi. Là, c'est l'hésitation. Il y a tellement de mecs. Et un tueur de français. Un tueur de français. Alors attends. Si t'as suivi l'Eurobasket. J'ai un peu suivi l'Eurobasket, j'ai pas tout regardé. Mais un tueur de français. Tu sais que tu me perds plus que je vais pas te mentir. Et je crois que j'ai pas assez suivi l'Eurobasket finalement. Tu sais pas qu'on a été éliminé par le Brésil à l'Eurobasket? Mais moi je suis dramatique. Mais du coup je vais tenter Goga, je sais pas comment c'est son nom. C'est ça. Goga Bitadze. Ouais. Et le dernier, c'est comme Alex Caruso. Mais j'étais persuadé que j'avais fait le tour. Non, il reste un 5e. C'est le même principe que Alex Caruso, mais encore pire, c'est-à-dire le depoy sur 10 minutes par match. Ok, c'est Jonathan Isaac. Pour moi, c'est... Exactement, Jonathan Isaac, ouais. Tout à fait. Donc voilà qui est sur le terrain. Bon, tu vois, c'est pas trop dur pour commencer, pas trop dur. On démarre tranquillement, pour le coup. Et donc tiens, passons à notre deuxième joueur du jour. On peut aller sur Devin Vassell, que tu connais bien. 31 minutes par match, 64 matchs en 2025, 16 points par match et 3 assists de moyenne. On va en parler, je pense, de ce 3 assists entre guillemets à peine. 22% d'usage, 96 de true shooting plus, donc moins 4% relatif à la moyenne. Pour te lancer, en plus, là, tu l'as suivi d'assez près cette saison et l'an passé. On est, mine de rien, sur une saison un peu décevante. On n'a pas eu l'explosion attendue après la très belle année 2024. On en a beaucoup parlé dans le récap des Spurs dans le Basket Lab, justement. Oui. Parce que Devin Vassell, je l'avais dans le top 100 de l'année dernière, justement. Et on s'était dit qu'il avait fait une belle progression parce qu'il était agressif vers le panier, qu'il avait montré des choses intéressantes, justement, scoreur à 3 niveaux, où vraiment beaucoup de 3 points, beaucoup d'agression vers le panier, etc. Il a vraiment perdu ce côté-là et je pense que ça affecte vraiment sa cote. Et ça va le faire baisser par rapport à l'année dernière, même si j'ai aucun souvenir de où est-ce que je l'ai mis. En gros, Devin Vassell, c'est quand même, je pense, un 3&D qui a un potentiel offensif vraiment intéressant, qui a une value défensive aussi intéressante, mais qui prend du retard parce que mine de rien, il a 24 ans, il a été freiné par quelques blessures, et du coup, vu qu'il a perdu ce côté plus créateur, plus agression vers le cercle, je pense qu'il a fait un pas de recul cette saison, tout simplement. Donc on a toujours un profil qui est intéressant. Il y a des choses qui sont toujours bien. Je pense, par exemple, tout ce qui est création à 3 points, c'est intéressant. Je pense que, de manière générale, le profil défensif reste intéressant. Par contre, il y a vraiment ce manque de... Quand je disais 3 niveaux, le manque là, actuellement, c'est le panier principalement.
C'est aussi juste les responsabilités dans le jeu qui cette saison ont diminué, j'ai l'impression. Donc ouais, Devin Vassell, saison un petit peu décevante. C'est vrai que le drive est un peu la base de tout, j'ai l'impression. Et l'an passé, on était sur une vraiment bonne saison au niveau du drive pour lui, avec pénétration, explosivité, agressivité aussi pour aller au panier, pour prendre notamment des lancers francs. Et ça a un peu manqué cette année. Les lancers francs, ça a un peu chuté en termes de à quel point il provoque des fautes sur des tirs, notamment au panier. Les flotteurs, 45% dans la zone des flotteurs, ça va. Il était sur 51 l'année d'avant. Et par contre, c'est sous le panier directement, où il a perdu 10% d'efficacité. Donc ça, c'est vrai que l'impact au panier est moindre. Et l'autre aspect, c'est qu'on n'a pas le passing non plus. Et même, je vais un peu dézoomer et agrandir. Au-delà du passing, j'ai aussi l'impression que... Enfin, on fait le bilan. Tu vois, il est à 21% d'usage, je crois, ou 22, j'ai dit tout à l'heure. Ce qui était déjà un peu son usage, son volume d'utilisation de l'an passé. Et là, tu te dis, Wemby a été absent. Mais forcément, lui, il va prendre tous les ballons, il va se tester beaucoup plus. En fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, même sur la deuxième partie de saison. Au final, parce que tu as l'émergence de Stephen Castle, parce que tu avais aussi Chris Paul quand il était là, il prenait beaucoup de ballons, etc. Et donc, en fait, on a presque ce truc, je vais pas dire paradoxal, mais un peu étonnant de une saison où Wemby est là, mais sans trop être là, et en plus, ensuite, il est absent. T'as même pas une explosion de volume de Devin Vassell. Donc, c'est un peu dommage. Et même en termes de quand il était utilisé ou quand il était sur le terrain, le jeu à deux qui a été beaucoup testé, j'ai l'impression, en tout début d'année, c'était avec Chris Paul. Et ensuite, on a eu aussi beaucoup de développement avec Wemby, pardon. Et ce qui fait que, tu vois, le jeu à deux qu'on aimait bien tous les deux l'an passé en 2024, c'était les fameux pin down, les jeux à deux sur tout un quart de terrain avec Devin Vassell sorti d'écran, je récupère la balle dans les mains de Wemby et puis je vais curler au panier, un espèce de jeu à deux comme ça improvisé où il arrive déjà lancé. Et ça, ce pick and roll entre les deux, on l'a pas trop eu en 2025 comparé à 24. Je pense qu'une partie de son passing et de sa valeur de playmaking partait aussi de là, quoi, pour le coup. Et ça, juste que dans les configurations de 2025, il était plutôt off-ball plutôt que impliqué sur le pick and roll avec Wemby. C'est ça, en fait, tu avais vraiment un gros volume de catch and shoot. Tu avais une bonne réussite aussi en catch and shoot, environ 40%, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que son rôle était beaucoup moins intéressant. Ensuite, c'est pas, de toute façon, je vais dire, je sais pas pour le blâmer, mais de toute façon, le top 100, il est pas vraiment basé là-dessus. Les joueurs dépendent aussi de leur rôle et leur utilisation. Mais on est passé, je trouve, d'un joueur qui était dans le projet des Spurs le numéro 2, qui offensivement était déjà le numéro 2 à côté de Victor, à là, cette année, il s'est retrouvé en termes de création derrière Chris Paul. À partir du moment où Stephen Castle a émergé derrière Stephen Castle, sur les matchs où De'Aaron Fox a joué derrière De'Aaron Fox, et en termes de 3&D, ensuite quand il était replacé dans un rôle plus secondaire, quasiment derrière Harrison Barnes qui a fait une saison plutôt correcte, plutôt bonne même. Derrière Mamou aussi, derrière Blake Wesley. derrière Mamou sur certains matchs, c'est arrivé. Mais c'est vrai que mine de rien, la déchéance est folle. Et c'est vrai que voir son rôle régresser, je m'y attendais pas trop. Voir l'efficacité diminuer, du coup, je pense que ça a aussi rapport avec le rôle. Où évidemment, du coup, je pense que le côté où il agresse moins le panier, c'est aussi juste, le rôle s'ajuste. Tu joues aussi avec des joueurs qui apportent moins de spacing, à mon avis, parce que quand tu joues à côté de Chris Paul plus Stephen Castle ou De'Aaron Fox plus Chris Paul, ce genre de choses, le spacing est pas du tout optimal. Mais du coup, on a vu une perte d'efficacité. Tu regardes la saison dernière, il était à 1,17 points par tir tenté. Là, on est à 1,12 points par tir tenté. Donc, l'efficacité a diminué. Pareil, le relative true shooting est négatif dans son cas. On est à moins 2%. Et ça, c'est un passeur correct. Hein. Il perd pas beaucoup de ballons sur ses mauvaises passes. Il perd pas beaucoup de ballons aussi quand il a la balle en main. Il est capable de porter la balle. Il crée des choses, mais il crée juste pas assez pour être intéressant ce rôle-là vraiment de manière vraiment complète. C'est pas un créateur en soi, c'est juste il peut apporter un peu de création et c'est peut-être pas suffisant. C'est pas c'est pas un scoreur de gros volume, c'est pas un défenseur élite, c'est pas un gros créateur, c'est pas un driver élite, loin de là, c'est même pas un très bon driver d'ailleurs. Donc à partir d'un moment, tu te dis Devin Vassell est mid dans beaucoup de catégories, donc ça fait de lui un joueur qui est finalement très mid, je trouve. Après, je pense que la raison voudrait que je dise, au final, tu vois, sur 50 carrières, il y en a une où il est efficace. Et encore efficace, il est au niveau de la moyenne, quoi. C'est 2024. J'ai pas envie de dire ça non plus. Tu vois, alors que normalement, il faudrait dire ça. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce cas-là parce que les flashs qu'on a vus sont quand même hyper intéressants et que il y avait aussi un côté où il arrive assez jeune en NBA, 20 ans, 21 ans, 22 ans, il fait 3 saisons pas efficaces.
des jeunes porteurs de balles qui sont inefficaces en début de carrière, on l'a déjà vu. Donc en fait, j'ai un peu envie de mettre entre parenthèses ces années-ci, et pareil pour 25 années particulières, mais peut-être que ça peut un peu aider à recalibrer peut-être les attentes qu'il y a autour de lui. Mais je suis d'accord que ce sera peut-être jamais un All-Star ou un créateur un peu majeur. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc. Et tu parlais de la défense qui est pas élite. Je suis d'accord. Elle peut être quand même assez solide, je trouve, chez lui, la défense. Donc ça, plus on l'a vu aussi un côté... voilà, ce qui a manqué cette année et qu'on a vu l'an passé, pour moi, ça ne s'est pas évaporé. C'est juste qu'il n'a pas été utilisé de cette manière en 2025. Mais ce côté synergie, ce côté mouvement, jeu off-ball, et pas juste statique, et pas juste pick and roll, pas juste catch and shoot dans le corner, mais il y a un côté off-ball, côté jeu en mouvement, sortie d'écran, dribble and off, etc. Plus donc un peu de passing là-dedans pour tout améliorer. On sait aussi que le shoot peut être cool, voire très cool, plutôt bon toucher de balle, plutôt de bonne mécanique. On est à 40%, 37% depuis 3 ans. Tu vois, j'y crois. Je pense qu'on est plus sur une mauvaise saison, mais que sur vraiment... Ah non, en fait, c'était un mirage en 2024. Cela dit, peut-être que oui, certains en 2024 l'imaginaient aller très très haut et qu'ils ont dû un peu recalibrer peut-être certaines attentes. Mais au global, je trouve qu'on est sur un joueur de efficacité pas top, volume pas mal mais pas la folie, défense sympathique mais pas au point de... C'est pas Lou Dort quoi, grosso modo. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points en moins par rapport à 2024, je suis d'accord. Et en fait, si tu prends la saison 2025, pour moi, c'est un peu décevant, c'est un peu mid, etc. Si tu prends en soi le potentiel du joueur, c'est clair que moi, je le vois. Je pense que c'est le joueur qui a la plus grosse marge de progression de tous les joueurs que tu m'as donné pour ce top 100. Et je serais pas choqué qu'un jour, il atteigne le top 50 du top 100. Parce que je trouve qu'il a ce talent-là, en fait. Quand tu prends juste ses qualités, en fait, tu montes tout d'un petit curseur. Il devient vraiment un poil meilleur en défense, même si tu l'as dit, hein, il est déjà bon. Tu montes le scoring à 3 points, tu montes un petit peu le drive, tu montes un petit peu le passing dans des mesures réalistes. En fait, pour moi, déjà, ça devient un autre calibre de joueur. Et je pense que c'est quand on a vu en fait les flashs de l'année dernière avec Wemby, où on voyait le jeu à deux qui se développait, c'était pas juste Victor qui avait une gravité suffisante, c'est pas un moment de magie de tandem Devin Vassell, Victor Wembanyama. Je pense que vraiment le talent de Devin Vassell permet ce genre de choses et que on peut faire de lui un vrai bon joueur balle en main. On peut faire de lui un bon créateur, on peut faire de lui de manière générale un bon ailier en fait. Il est athlétique, il a une bonne envergure, il a des bonnes qualités défensives, il a un bon shooting, tu l'as dit. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup de choses et je serais déçu qu'il ne devienne pas à minima un vrai bon 3&D titulaire. J'avoue que pour moi, ça c'est un petit peu le plancher que j'imaginais chez lui. Là, il est en train de nous montrer que son plancher il est un peu plus bas que ça, qu'il peut peut-être flopper un petit peu, mais je suis persuadé qu'il peut largement faire ça, peut-être plus. All-Star, j'y crois pas et je m'en fiche complètement en plus. Mais par contre, je pense qu'il peut vraiment être une solide 3e, 4e option dans une équipe compétitive. Il n'y a aucun problème pour ça. Il faut dire aussi, il y a un peu le contexte, parce que là, on parle de son niveau sur la saison, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était décevant et mid. Mais mine de rien, il commence sa saison en récupérant d'une fracture de stress au pied droit. Il s'était fait opérer, il commence sa saison un petit peu en retard. Il est sur le banc, il a un rôle qui lui plaît pas. Rapidement, Popovic, du coup, est obligé de laisser la place à Mitch Johnson. Et Mitch Johnson, je trouve, ne l'a pas bien intégré dans son jeu. C'était peut-être la plus grosse victime, entre guillemets, de ce changement de coach. Donc il a un contexte défavorable. Ouais. Le joueur en lui-même peut monter beaucoup plus haut. Sa saison 2025, voilà, on a dit, elle est un petit peu décevante. Si on classait les joueurs plus sur la théorie, on va dire, ou sur un côté absolu, ils seraient plus hauts que là si on classe un peu la production 2025. C'est un peu l'idée. Alors, du coup, niveau classement, quels sont tes points de repère et où est-ce que tu l'imagines, notamment? Bah écoute, déjà, dans mon classement, moi, du coup, derrière DeRozan, évidemment. La place ensuite est un peu difficile, je trouve. Je le mettrais pas si loin en soi de... Je t'avoue, c'est très compliqué. Bienvenue dans mon monde. Mais en fait, au début, j'ai dit que j'aimais bien classer les gens et tout. J'ai menti. Commençons par là. Et il y a vraiment ce côté où je trouve ça difficile parce que vraiment son profil est particulier. Je le mettrais, mais quasi pareil que DeRozan finalement, parce que le classement est encore peu développé. Je le mettrais dans ma moyenne haute, au même niveau que Kobe White. C'est un petit peu ma fourchette haute. Et ma fourchette basse, c'est vu le reste du classement tout en bas, quoi. Mais je pense que de manière réaliste, je le mettrais dans ce chapeau-là, derrière Nembhard et devant Toumani Camara, quand même, je pense.
Donc pour l'instant, on a Kobe White devant Nembhard, puis Hachimura, puis Toumani Camara, puis Naji Marshall. Je pense qu'on est par là. Je me pose la question sur Nembhard, et je suis pas le plus grand fan de Nembhard, mais je pense tout de même que... Pour moi, Nembhard est devant quand même. Je suis un peu d'accord. Hein. Ouais, je suis un peu d'accord. Donc c'est peut-être que Kobe White est mal classé, et Kobe White est peut-être un peu trop haut, je ne sais pas. Mais du coup, j'avais peut-être un peu en point haut à pas dépasser Nembhard. En tout cas, dans le référentiel Devin Vassell, après, jusqu'où ça peut descendre. Je vois qu'il y a Harrison Barnes aussi, d'ailleurs, un autre joueur des Spurs. Je pense qu'il est quand même au-dessus d'Harrison Barnes, à mon avis, Ouais. en tout cas, pour son apport défensif et la création. Je suis même d'accord. pour les rôles, en fait. Harrison Barnes, qui était vraiment là en 3&D ultra classique et juste vraiment 3&D, point. Devin Vassell a un profil quand même plus intéressant. Donc pour moi, c'est ça le bas, c'est quelque part entre Nembhard et Marshall. Le mettre devant Hachimura serait pas un crime pour moi. Devant Hachimura, après Hachimura, il y a un côté roleplayer génial, pas de création, mais qui t'handicape dans aucun domaine. Mais après, ouais, non, mais ok. Donc entre Nembhard et Hachimura, alors c'est ça? Entre Nembhard et Hachimura ou entre Hachimura et Toumani Camara, j'aurais du mal à trancher entre les deux. Ok. Pour moi, au-dessus de Toumani Camara, à mon avis, quand même. Mais ensuite, c'est quoi, je te laisse choisir. Je sais que c'est pas le but du podcast, mais. Non, mais moi je me pose aussi la question par rapport, tu vois, on en parlait tout à l'heure entre ton Ludort par rapport à DeRozan, tu voyais plutôt Ludort devant par rapport à la défense. Je me dis pareil par rapport à Camara, tu vois, et un Devin Vassell. Surtout que Vassell est pas efficace cette saison, mais non, mais faisons comme ça alors, faisons comme ça, très bien, mettons-le là. Et donc, petit quiz pour terminer, nous sommes le 21 mars 2025, cette fois-ci, un alley-oop spectaculaire, légendaire contre les Sixers. Je ne sais pas si t'étais encore là-bas le 21 mars pour ce alley-oop. Il me semble que c'était mon dernier match. À mon avis, c'était voilà, mon tout dernier match, ouais. J'ai choisi exprès. Et donc, qui est sur le terrain au moment de cette action de légende? Donc, on a Devin Vassell, Victor est déjà blessé parce que je me souviens que j'étais en dépression. Donc, chez les Spurs, on va avoir Harrison Barnes, je pense. Oui. Jeremy Sohan. Oui. Stephen Castle. Très fort. Et là, ça devient dur parce qu'il y a plusieurs profils, je trouve, quand même. Pour moi, ça va se jouer entre Chris Paul et Keldon Johnson. Et je vais tenter Chris Paul. Eh bien non, c'est l'autre. C'est Keldon Johnson. Mais je te l'accorde. Et alors, côté Sixers maintenant? Je me souviens parce que je suis allé interviewer Gershon Yabusele dans le vestiaire après, qu'il était, il était vraiment en sueur, donc je pense que Gershon Yabusele était sur le terrain. Il est sur le terrain, ouais. Il manque la rotation pour la loop, tout à fait. Je pense que de toute façon, les Sixers devaient être ultra diminués, parce qu'en plus de mémoire, les Spurs gagnent ce match. Du coup, je vais tenter Quentin Grimes. Pas sur le terrain à ce moment-ci. On a quelqu'un qui avait été signé pour quelques jours. C'est ce que dit Christian Clavier dans Les Visiteurs. Alors attends, parce que c'est pareil, je suis terrible en culture, mais je vais tenter. Je pense que à ce moment-là, il y a un mec que j'aime beaucoup qui jouait pour eux. Il y avait Chuma Okeke qui jouait Exactement. chez eux. Ok. C'est ça la référence, tout à fait. J'ai malheureusement pas la rêve, je suis trop jeune malheureusement, je pense. On a quelqu'un d'autre. Est-ce que tu connais le meilleur joueur de l'équipe d'Uruguay qui a gagné la Coupe du Monde de 1950 au Brésil ou pas? Non, pas du tout. Alors là, pareil. Un ancien premier tour des Lakers qui a fait un flop il y a 2-3 ans à peine. Jalen Hood-Schifino, je pense qu'il jouait pour les Sixers aussi. Exactement, Jalen Hood. Alors, celui de l'Uruguay, c'est Schiaffino, mais bref, voilà, exactement. Et il manque combien de joueurs là encore? Il te manque 2 joueurs. Il te manque un intérieur. Qu'est-ce qu'on met sur la tête quand il fait froid pour aller au ski? Wow. À une lettre près. Pour se couvrir les oreilles, qu'est-ce que tu mets sur la tête? Un bonnet, mais et donc Adam Bona qui jouait chez eux. Exactement. Adem Bona. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est pas Adam, c'est Adem Bona. Donc maintenant, plutôt que dire bonnet blanc, blanc bonnet, moi je dirais Adam Bonnet, Adem Bona, tu vois. Excellent. Est-ce qu'il y a un mec qui a un 4 dans son nom après? Oui. Ok, alors je sais qu'il y en avait 2 parce que c'était un peu une vanne avec une équipe. Pour le beau jeu, je tenterai Lonnie Walker The Force qui a été de retour à San Antonio. Alors non. Il y avait Ricky Council qui est aussi un crack de la G-League. C'est Richard Advice. Ricky Council. Exactement. Voilà qui sur le terrain ce magnifique line-up de la part des Sixers.
Et donc on peut avancer notre troisième joueur du jour, Dillon Brooks, 32 minutes par match, 75 matchs, 14 points et 3 rebonds, 18% d'usage, donc un volume assez modeste évidemment, mais c'est pas sa force principale. On est aussi à moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. C'est un peu dérangeant, mais c'est pas non plus des tonnes, et en plus il tire pas beaucoup, donc c'est pas la cata. Mais pour te lancer, on est sur un élément qui était un élément central d'une des 3 meilleures défenses de NBA en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que de toute façon, c'est un joueur qui est là juste pour sa défense. Enfin, bon, il y a d'autres qualités, on va en parler. C'est un joueur, je pense que j'aurais pu le voir hors du top 100. Je pense que dans le top 100, c'est pas du tout un crime non plus. Je mettrais pas de centime non plus d'ailleurs. De toute façon, c'est un profil un peu clivant, Dillon Brooks. Je pense que c'est le côté un petit peu, il cherche des noises et compagnie, qui fait qu'il est aussi clivant, mais en réalité, c'est un joueur très correct. Tu prends la défense, très bonne défense on-ball en l'occurrence. Bonne défense de manière générale sur isolation. Donc c'est vraiment, je trouve, un atout défensif important pour les Rockets. Et en plus, tu prends le côté offensif. Cette saison, on est sur 6,3 tirs à 3 points par match pour quasiment 40% de réussite. Alors évidemment, j'ai pas regardé à quel point c'était assisted, mais je m'attends à avoir un truc genre 100% ou 95%. Mais n'empêche que pouvoir marquer ces 3 points de cette manière-là, Dillon Brooks on n'a pas toujours été capable. Et je trouve que c'est une grosse upgrade qui fait qu'il mérite largement sa place dans ce top 100. Tu as eu quand même un rôle offensif plus restreint. Tu parlais du usage qui était un peu modeste. Le côté, les jeunes des Rockets qui émergent et compagnie, a baissé du coup le côté offensif de Dillon Brooks. Tu as beaucoup de tirés de possession qui sont passés à la trappe. Beaucoup moins de mid-range notamment. Et du coup, je trouve qu'il est plus intéressant offensivement que les saisons précédentes. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Puis voilà, encore une fois, hein, c'est le mec qui prend généralement le meilleur score adverse. C'est pas non plus un défenseur catastrophique off-ball. Donc je pense que Dillon Brooks, c'est quand même un bon joueur, un bon petit soldat. Bah, c'est clair qu'on est vraiment sur un 3&D avec en plus le bonus où le 3 points rentre pas mal. On est à 40% cette année, comme tu as dit. Mine de rien, je trouve quand même que tu vois l'évolution qu'a fait Lou Dort depuis 3 ans et qui est meilleur en attaque. Lou Dort est devenu pour moi un vrai bon shooter que tu respectes. Là où Dillon Brooks un peu moins, alors que tu vois il y a 2-3 ans les deux étaient un peu au coude à coude hein, pour moi entre eux, top défenseur mais pas efficace du tout. Les deux en plus à l'époque Lou Dort prenait aussi pas mal de pull-up. Je trouve que Lou Dort s'est calmé en termes de sélection de tir et en plus il met ses tirs mais maintenant à 3 points donc c'est génial et avec une certaine respectabilité même parfois un peu en mouvement. Brooks on a fait un peu moins de chemin d'un point de vue shot making mais il aimait plutôt pas mal cette saison donc ok 40%. C'est juste dommage que avec ce 40% à 3 points et alors que c'est un 3&D, on ait un rendement qui soit encore en dessous de la moyenne. Mais ce qui s'explique aussi parce que je trouve que, tu vois, là où justement Lou Dort a un peu calmé la sélection de tir, parce qu'au KC, t'as plus le droit de prendre des mauvais tirs, hein, mais on n'est plus en 2022. Brooks, il prend toujours parfois un pull-up à 2 points ou à 3 points de trop par match, tu vois. T'as quand même 4,5 mi-distance par match, hein, mine de rien, ce qui est pour Dillon Brooks, c'est beaucoup trop. Je trouve. C'est ça, voilà, exactement. C'est pas beaucoup en soi, mais pour lui, tu te dis, on prendrait bien encore moins, quoi, pour le coup. Et non, mais voilà, c'est aussi dommage qu'il soit pas capable d'aller au panier. Et ni en drive, ni non plus. Tu vois, tu mets un Amen Thompson, tu le fous autour du panier. Amen Thompson, il peut jouer un peu en dunker parce que explosivité de fou. Donc voilà, on a ça. Dillon Brooks, on n'a pas ça. On n'a pas cette explosivité verticale qui fait qu'il peut rôder autour du panier, être un peu un finisseur, même en étant petit, un finisseur un peu vertical. Donc tu vois, on a aussi une fréquence au panier qui est extrêmement faible, une des plus faibles de NBA, je crois. On a à peine 17% de tir au panier. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on explique que à partir d'un très bon 40% à 3 points, petit à petit, on énumère des éléments qui font que, mince, au final, le rendement, on est encore en dessous de la moyenne, donc c'est ce qui est un peu dommage. Après, je dirais que l'attaque, ça me va. L'attaque, ça me va. Tu vois, j'aurais pas dit ça il y a encore 2-3 ans où il était sur des, je sais pas, moins 10%, moins 15% relatif à la moyenne, où il y avait vraiment beaucoup trop d'inefficacité. Là, ça me va. Et de l'autre côté, la défense, elle est évidemment élite au niveau du ballon. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas qu'un premier rideau point of attack, comme on dit, donc le point d'attaque. C'est pas que défense sur les meneurs et sur les arrières. C'est assez polyvalent, je trouve, parce qu'il est extrêmement costaud. Donc c'est très cool. Et il y a un peu cette valeur où je te rejoins, off-ball, c'est pas la folie. Lui, c'est plutôt le mec on-ball. C'est pas le mec qui va sauter sur les lignes de passe, protéger le panier, etc. Donc c'est plutôt on-ball, mais avec cette notion aussi que la capacité de Dillon Brooks de pouvoir défendre un tout petit peu, un peu plus gros, le temps que les aides arrivent d'un côté et de l'autre. Mais cette capacité d'être un premier rideau potable face à des gros, finalement, ça permet de déployer Sengun.
soit off-ball, soit ailleurs, en fait, très simplement. Et donc, en fait, de cacher un peu Sengun, et d'ailleurs, tu peux en parler, mais je crois que les affrontements contre Wemby, c'est aussi et surtout Brooks qui est en marquage individuel en début de match sur Wemby, sur Victor, pardon, je sais que t'aimes pas qu'on dit Wemby, sur Victor Wembanyama. Wemby, ça me va, y a pas de problème. Et comme ça permet un peu de pas avoir le match-up Sengun ciblé et attaqué par Wemby. Donc ça, ce côté aussi, comment dire, flexibilité de line-up et polyvalence sur les registres on-ball, pour moi, ça rajoute aussi de la valeur à son profil, qui est pas que le défenseur des lignes arrière, en fait. Oui, puis mine de rien, on parle du côté costaud, justement, capable de défendre plusieurs positions. Je trouve quand même la défense au poste, finalement. On l'a vu contre Victor, qui est pas un excellent joueur de poste. Ouais. J'avoue, j'ai le réflexe de dire Victor parce que réflexe, mais je pourrais dire Wembanyama. Wemby, j'ai peut-être un peu de mal. Mais non, c'est vraiment le côté, ok, il défend toujours on-ball, mais par contre, on-ball, il peut tout défendre plus ou moins. Je pense qu'il pourrait pas contenir Joel Embiid, faut pas rigoler non plus. Mais on est quand même sur un joueur qui est ultra polyvalent, donc défensivement, élite, tu l'as dit, je pense que j'ai aucun problème avec ça. Et même en fait, dans les qualités intrinsèques, il y a ce truc, on a tendance, je trouve, à faire un peu une surmédiatisation autour du côté bad guy de Dillon Brooks et compagnie. J'ai toujours pensé ça. Mais le moment où j'ai réalisé que c'était un peu réel, c'est quand je l'ai vu de plus près, et même quand je suis allé dans le vestiaire des Spurs avoir un match contre les Rockets, et que tu sais, t'as des petits trucs de scouting qui défilent sur un écran pour rappeler aux joueurs pendant leur massage, leur préparation et tout, les points clés un petit peu de chaque match-up. Et sur l'écran de Dillon Brooks, c'était le laissez pas rentrer dans votre tête, défenseur justement on-ball élite. Et bon, t'avais plusieurs conseils, justement, le côté, dès qu'il a la balle, aller le cibler défensivement parce que y a pas le côté création, il y a pas trop le côté handle non plus. Le fait qu'il soit capable de tirer à 3 points, c'est déjà une immense upgrade par rapport à son profil offensif. Mais voilà, défensivement, non, on est vraiment là, quoi. C'est un peu dommage que je trouve que tu le dis, Lou Dort, la comparaison avec Lou Dort, j'aime bien. Parce que je trouve qu'en termes de réflexion de jeu, déjà, défensivement et offensivement, on est un cran au-dessus. Là où Lou Dort, justement, il va aller poser des écrans intelligents, il a ce petit côté, entre guillemets, filouterie, mais surtout, je veux dire, il fait des choses qui sont structurellement intéressantes pour l'attaque et pour la défense. Dillon Brooks, on a moins ce côté-là, on a plus ce côté un peu bête et méchant de il va vraiment épuiser son attaquant. Mais honnêtement, ça marche vraiment bien. Et les match-ups avec Victor Wembanyama ont été ultra marquants à ce niveau-là, parce que vraiment, sa défense sur Wembanyama, je pense que c'est élite, et je pense que c'est peut-être le meilleur défenseur sur Wembanyama que j'ai vu, en tout cas de mon côté. Il y a peut-être Chet Holmgren qui était là-dedans, parce que tu matches le côté taille, etc. Et de toute façon, on va parler de Chet tout à l'heure. Mais Dillon Brooks, vraiment ultra solide par rapport à ça. Donc je pense que vrai bon soldat, malgré tout, parce que là, je dis beaucoup de choses positives, le fait que tu puisses pas vraiment créer quoi que ce soit, le fait que tu sois pas bon sous le panier, le fait que tu sois que t'aies pas une section de tir impeccable, que tu sois pas non plus impeccable en défense, t'es pas du tout au niveau d'Ipoy ou quoi que ce soit, fait que il sera pas, je pense, au-dessus du 70 dans le classement. Et pour moi, en tout cas, il sera plutôt entre 80 et 100. Alors justement, on parlait un peu de Lou Dort. On est d'accord que c'est un point à pas dépasser, c'est une fourchette haute dans notre classement, Lou Dort. Ouais, clairement. Où est-ce que tu l'imagines alors ? Bah pour moi, c'est la fourchette haute, c'est Lou Dort, la fourchette basse, c'est tout en bas. Et franchement, honnêtement, il y a Jabari Smith qui est aussi dans le classement. Je me demande si Jabari Smith, il est pas au-dessus de Dillon Brooks. C'est dur à évaluer, je trouve. Mais j'aurais du mal typiquement à le mettre devant Alex Caruso, qui certes a un plus petit rôle, mais qui, je trouve, fait plus sur ses minutes. Après, Caruso, c'est un cas tellement... Enfin, il est plus bas parce qu'il joue moins. Si on l'avait considéré... bah tiens, imaginons Caruso est à 30 minutes par match, je pense qu'il serait au niveau de Josh Hart, quoi, tu vois. Donc 20 places au-dessus. Mais, mais comme il ne fait pas les 10 minutes de plus par match, quoi. Donc, non, mais je vois ce que tu veux dire. L'argument pour Jabari Smith, c'était qu'au final, la théorie du joueur est vraiment géniale. Moi, je l'adore. Dans les faits, il n'a pas été hyper utilisé par Udoka cette saison en termes de responsabilité offensive. En plus, le shoot, bon, c'est censé être un shooter, mais ça rentre pas trop pour l'instant. La défense, c'est cool on-ball, mais pas trop off-ball. Et tu vois, il y avait un côté où je pense que la théorie du joueur est bien meilleure, mais que dans le contexte où tu vois, il se blesse, il perd sa place, il joue beaucoup moins. On arrive en playoff et il fait 30 minutes par match sur la saison. En playoff, ça passe à 20, tu vois. Donc il y avait un peu un côté où la production dans les faits 2025 a été moins grande que, je suis d'accord, le profil théorique du joueur. Mais non, mais après, je pense qu'on peut être sur les dernières places. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à Toumani Camara. Je pense que je le mettrais un peu en dessous d'Dillon Brooks. Moi, je mettrais quand même en dessous de Toumani Camara. Je pense que c'est le côté
Déjà, j'ai l'impression que la défense on-ball est peut-être moins bonne, pour commencer. Ce qui est ouf. Mais de manière générale, il y a peut-être plus de déchets aussi dans le jeu de Dillon Brooks. Mais on est un petit peu dans le même profil. Moi, juste, en tout cas, relativement à Toumani Camara, juste derrière Toumani Camara, je pense que ce serait une bonne place. Ensuite, est-ce qu'il est trop ou pas? C'est ultra dur à jauger. Parce que tu compares avec un mec comme Harrison Barnes, par exemple, bah, les profils sont ultra difficiles à comparer, je trouve. Toi, tu aurais voulu un Harrison Barnes un peu plus haut, non? En termes de 3&D, 3&D qui te coûte pas de points. Bah, c'est toujours le côté difficile de se dire comment tu values la défense, comment tu values l'attaque, parce que Toumani Camara, Dillon Brooks, Harrison Barnes, c'est des joueurs qui en fait jouent le même rôle avec des curseurs pas du tout au même endroit. Où Harrison Barnes, ça n'a pas du tout une défense élite, mais t'as une attaque qui est beaucoup plus correcte avec beaucoup moins de déchets. Pour moi, si on le met derrière Toumani Camara ou derrière Harrison Barnes, en tout cas, il sera dans sa range de joueurs. Un peu profil, entre guillemets, pas similaire, mais rôle comparable. Et niveau comparable aussi. 34 derrière Toumani, ça me dérange pas parce que je pense que les deux méritent d'être l'un à côté de l'autre. Sinon, on peut le mettre à côté de PJ Washington. Comme ça, il est 2-3 places à peine devant Jabari Smith. On est au niveau de PJ Washington. On est derrière Barnes et DiVincenzo qui ont quand même beaucoup plus de valeur offensive. Ça peut être pas mal là, non? Ouais, moi ça me parle en tout cas derrière Caruso, devant PJ ou derrière PJ. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Même si, encore une fois, Caruso, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, mais... C'est très dur, c'est très très compliqué. Ouais. Ok, ben, faisons ça. Et donc Dillon Brooks qui est à côté de PJ Washington. Petit quiz pour terminer, nous sommes le 15 mars, on est encore en mars. Encore en mars, et c'est un dunk légendaire contre les Chicago Bulls. Tout le monde se souvient de cette action marquante de la saison. Mais qui est sur le terrain au moment de cette action marquante de fin de saison 15 mars 2025 contre les Chicago Bulls? Eh ben, je vais te dire la vérité, je me souviens absolument pas du dunk dont tu parles. C'est dramatique. Je sais pas du tout, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est un truc du style Matas Bouzelis sur Alperen Sengun. Exactement, Matas Bouzelis, ouais. Bon, je pense que je l'ai vu et que j'ai juste mémoire sélectif. Alors, bon, chez les Bulls, Matas Bouzelis, Nikola Vucevic, à mon avis. Oui. Kobe White. Pas Kobe White, non. Ok, alors je pense que mon précieux Trey Jones devait être sur le terrain. Exactement. Il y a certains qui sont un peu Jones, mais lui, il est très Jones. J'adore ce mec, franchement. Ouais. On en a déjà parlé, il me semble, dans le Basket Lab quelque part. Bah, tu sais qu'il est fier représentant de ma toute première All-Hipster Team en 2021, donc effectivement, je suis très fan aussi. Je pense qu'il serait aussi dans la mienne. Je pense que Kevin Huerter devait. Exactement. Déjà être Kevin Huerter est là, ouais, tout à fait. Et ensuite, donc, alors, on a Bouzelis, Huerter, on a Vucevic, on a Trey Jones, il manque un seul joueur, on a déjà un pivot. Et le dernier, c'est un joueur de bout de banc. Je crois qu'il y a un cycliste qui s'appelle à peu près pareil, un français. Moi, je connais rien à la bicyclette, pardon. Et, encore une fois, je pense que je vais le dire plein de fois, mais je déteste le sport. Donc tout ce qui est à roulette et tout. Là, comme c'est une marque de télé. C'est une marque de télé. Ok, alors bon, je pense qu'il y a pas de joueur qui s'appelle Sony Phillips. Oui. Je crois qu'il y a un Justin ou Julian Phillips. Je suis exactement, pas Julian Phillips, tout à fait. Ok, parfait. tout à fait. Donc Huerter, Vucevic, Bouzelis, Trey Jones et Phillips. Et alors de l'autre côté, classique. Ok, du coup, je pense qu'on a Dillon Brooks, parce que c'est un peu le but du quiz. Sengun. Oui. Jalen Green qui doit avoir de gros volumes de jeu. Fred VanVleet. Oui. Et du coup, je vais tenter Jabari Smith Jr. Non, c'est pas Jabari Smith. Je vais tenter Steven Adams du coup. Non plus. Terrible. Non plus. Dans ce moment-là, je pense que Tarizon il était blessé. Je pense que je vais tenter un Jason Tate. Exactement, c'est Jason Tate, autre petit chouchou d'ailleurs. Et donc avançons, quatrième joueur du jour, c'est Chet Holmgren. 27 minutes de jeu par match, 32 matchs, je rappelle, on l'a inclus parce que quand on rajoute les 20 ou 25 matchs de playoff, on arrive à un total satisfaisant, mais on en reparlera. 15 points par match, 8 rebonds en moyenne, 22% d'usage et plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, c'est pas mal, mais on va aussi en parler. Bon, comment te lancer si ce n'est dire qu'on a une saison qui a été magnifique au début et à la fin, et au milieu, on a eu un peu des blessures qui sont venues un peu altérer tout ça. Ah, c'est ça, on a vraiment le côté, on a 10 premiers matchs où vraiment il
il est vraiment plus solide que si tu prends la saison globalement. Il y a vraiment la progression qu'on attendait pour sa deuxième saison en NBA. Et donc, tu as ces 10 matchs, fracture du bassin. Et ensuite, du coup, il n'était pas du tout à son prime. Je pense qu'il a fait du temps pour retrouver sa confiance. Tu as même quasiment une montée en puissance pendant les playoffs. Donc, ouais, non, c'est une saison qui est ultra compliquée à évaluer. Tu regardes vraiment sur la saison régulière, il y a 32 matchs, donc c'est vraiment très faible. De toute façon, les 2 derniers joueurs que j'ai, si tu compiles leur nombre de matchs total sur la saison régulière, c'est pas une saison régulière complète. Il te manque même plus de 10 matchs. Donc c'est ce qui rend l'évaluation compliquée. Ensuite, on est sur un joueur qui, quand même, je trouve, est pilier chez le Thunder. Je dis je trouve comme si c'était un avis controversé, mais c'est vraiment genre juste factuel, c'est absolument pilier dans le jeu du Thunder. Évidemment, la protection de cercle principalement, mais même la création d'espace pour un pivot, la pose d'écran, l'impact au rebond, l'intelligence de jeu de manière générale, l'intensité qu'il a mis en playoff, c'était assez mémorable. Le toucher de balle qui a été utile dans pas mal de moments, le tir solide, le dribble qui est en progrès. On a vraiment, je trouve, vraiment un joueur ultra intéressant. Moi, je suis très fan de ce joueur-là. Et en playoff, du coup, on a eu un progrès constant. Et la série contre les Grizzlies, notamment, on a vraiment une montée en puissance défensive avec beaucoup de contres et un impact protection de cercle immense. Et finale de la conférence Ouest, on parlait d'action iconique. On se souvient du coup du contre sur McDaniels, notamment en fin de série. Et de manière générale, la série contre les Wolves, ce qu'il a fait à côté de SGA et de Williams était juste mémorable. Je pense qu'on a un joueur qui sera All-NBA dans les prochaines saisons, c'est clair. Moi, je suis très fan. Ensuite, voilà, saison tronquée par les blessures qui fait qu'il ne sera pas du tout top 15, à mon avis. Mais en termes de talent, on est là, quoi. Tu le dis maintenant que tu l'aimes bien, parce qu'à l'époque où tu étais à San Antonio, tu n'avais pas le droit, non, de le dire que c'était dans mon contrat, malheureusement. Mais le pire, c'est que j'ai fait plein de podcasts au contraire où je l'ai un peu surcoté parce que j'étais dans le truc de il faut pas que je dise que Wemby est meilleur parce que sinon on va me dire que je suis revendu, etc. Mais du coup, c'est un joueur que j'ai énormément vu à cause de la rivalité. Je l'ai beaucoup vu en live et voir Chet Holmgren en live en termes de physique, c'est un petit choc, honnêtement. Non, mais je te rejoins qu'en plus, il y a un début de saison qui est assez fabuleux où dès le tout début de saison, il y a un match à Denver contre les Nuggets où en fait on se dit mince, Hartenstein est blessé. Donc Hartenstein ne pourra pas défendre Jokic. En fait, il défend Jokic tout seul. il est génial et en défense en 1 contre 1 contre Jokic et aussi en attaque. Donc énorme match. Je crois qu'il y a un match aussi contre les Spurs de Wemby, le seul affrontement entre les deux de mémoire de la saison où il est très fort. Donc bref, il y a un côté début de saison très fort, il y a un côté playoff qui a été très fort aussi. Encore une fois, dans le classement, on va pas pénaliser les matchs manqués. Par contre, ce qu'on prend, c'est le niveau de jeu qu'on a vu. Et je pense qu'on a eu un mec qui a été un peu moins génial en retour de blessure que ce qu'il semblait avoir été en début de saison, à mon avis. Et le retour s'est fait un peu progressivement, donc assez logique également. Mais oui, il y a un côté où c'est un peu une licorne, quoi. Les fameuses licornes de NBA, c'est-à-dire le protecteur de panier qui peut un peu shooter, même plutôt très bien shooter. C'est totalement l'idée. On a un aspect d'efficacité générale. Tu vois, l'an passé, on était à plus 9%. Cette année, on est à peine à plus 4%. Bon, en fait, on peut aussi ramener ça au côté petit échantillon de cette saison. À 3 points, ça shoot aussi bien. Au poignet, ça shoot aussi bien. Par contre, la zone des flotteurs, ça s'est un peu effondré. On sait pas trop pourquoi, mais parce qu'on parle d'un échantillon, il y a moins de sentir. Donc bref, je pense qu'il faut pas non plus attacher trop d'importance et de crédit et ancrer trop dans le marbre des stats sur 30 matchs de régulière, pour le coup. Donc au final, je trouve qu'on a quand même la même valeur offensive de un pivot qui shoot, un pivot qui peut dribbler, qui peut attaquer le panier face au jeu, etc. Le passing aussi, qui est quand même assez cool, je trouve, notamment en mouvement. Mais cela dit, il y a aussi l'autre partie de oui, mais au final, est-ce que, tu vois, en playoff, moi j'adore ce profil de pivot qui shoot, mais le tir n'est pas rentré tant que ça en playoff, et notamment en finale NBA. Et je pense que les matchs où Chet rentrait ses 3 points, en fait, OKC était un peu indéfendable. Et j'en parlais dans les playoffs, donc je me répète, pardon pour l'auditeur régulier et fidèle, mais moi, il y a un côté où ça fait quand même deux post-season, de playoffs où on est plus sur une théorie du 5 qui shoot que sur de la pratique, quoi, pour le coup. Et ça me dérange un peu, même si ce n'est que une poignée de matchs pour l'instant. Mais voilà, je dis ça aussi dans le sens, attention à pas se laisser trop emporter par la théorie du profil, que pourtant j'adore aussi, mais on n'est pas encore totalement arrivé à ce profil. Il y a encore peut-être un peu une partie théorique, je trouve. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu regardes les stats déjà, on passe de 39% à 3 points en saison régulière
à 30%, tu as une diminution de 10% d'efficacité. Alors, pourcentage sur des volumes, hein, 32, 23, mais mine de rien, 10%, c'est un écart significatif. Et puis, de manière générale, tu vois, le drive, il y en a en saison régulière, c'est déjà moyen. En playoff, c'est quelque chose que tu peux beaucoup moins te permettre. Même si, du coup, il y a eu pas mal de tirs non assistés parce que beaucoup d'énergie, notamment sur rebond offensif, sur des end-off, etc. Et je pense qu'il y a aussi le côté où, du coup, non seulement il n'a pas des stats folles en playoff, mais en plus, il est fait, du coup, en jouant dans un contexte collectif qui est plutôt idéal, surtout défensivement, hein, parce que chez Holmgren, je pense que justement, on bénéficie beaucoup de ce côté où, ok, t'es défenseur de cercle et tu le fais, enfin, t'es protecteur de cercle, tu le fais ultra bien. Par contre, tu le fais autour de joueurs qui sont élites sur le périmètre. Donc, c'est pareil, il a un petit peu aidé de ce côté-là. N'empêche, je pense que le côté défense, il est déjà totalement élite. Il y a pas de débat du tout là-dessus. Je suis d'accord avec toi sur le côté offensif, c'est théorique. En fait, même en playoff, quand tu regardes sur le près du panier, du coup, c'est pas un joueur qui est extrêmement efficace parce qu'il a son profil licorne de base. Et donc, le côté licorne fait qu'il n'a pas développé un jeu près du panier très important. Il a l'intelligence au moins de ne pas prendre trop de mid-range, donc ça, c'est plutôt positif. Mais tu regardes au panier, du coup, en playoff, c'est 66% de réussite. Pour un pivot, c'est plutôt décevant. Donc, c'est pas un finisseur élite en playoff. Il a quand même fait un taf correct, je trouve, en finition. En playoff, je n'ai pas la stat, du coup, typiquement sur les alley-oops, sur les passes décisives qu'on lui a envoyées, etc. Mais je trouve il a un apport correct offensif en playoff. En saison régulière, il a un bon apport offensif. Et dans les deux cas, il a un apport élite. Ah non, mais je pense que c'est déjà un bon attaquant de playoff. Hein. Je pense pas que c'était juste une mini nuance pour dire on n'est pas encore sur le côté ok, on est sûr, une espèce de, je sais pas moi, 5, 6, 7 par match, 38% à 3 points. On n'est pas encore là, mais je pense qu'il y a une belle valeur offensive largement. Et tu parles un peu du panier, c'est intéressant parce que en un sens, c'est un des meilleurs shooters d'OKC, paradoxalement. Alors que tu vois, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. Mais du coup, tout ce qui est un peu menace verticale au panier, après, ce qui est un peu sous-utilisé, je trouve. Parce qu'en fait, t'as des line-up où t'as Caruso, line-up où t'as Hartenstein. Bon, tu fais poser un écran à Hartenstein et c'est Chet qui fait le spacer, en fait. Et parce que si tu fais l'inverse, ça marche pas. Donc, si tu mets Chet en poseur d'écran, Hartenstein peut pas apporter le spacing. Donc, tu vois, même là-dessus, je pense qu'il y aura un peu plus de valeur à gratter sur de la pose d'écran dans un meilleur spacing que pour l'instant, on n'a pas encore totalement, quoi. Non, ça, je suis d'accord avec toi, effectivement. Je pense que le contexte très particulier de Casey fait que t'as besoin de lui comme un spacer. Mais je trouve que son shoot a été plutôt respecté en playoff. Pas systématiquement, mais il a été plutôt respecté. Ce qui fait aussi que c'est plus compliqué. Tu regardes de manière générale, Chet Holmgren n'a pas beaucoup de 3 points grand ouverts, contrairement à beaucoup de pivots. Donc je pense que c'est à considérer aussi dans le sens où c'est pas une valeur directe, dans le sens où il va pas marquer beaucoup ses 3 points, mais il space quand même le terrain. Donc ça reste quelque chose que je considère comme une valeur positive dans son profil et qui fait que je suis plutôt fan du profil. Ensuite, en termes de création de jeu, t'as évoqué la question. Je trouve que c'est très bien pour un pivot, je trouve que c'est pas du tout élite encore. T'as parlé de la création en mouvement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais je pense encore une fois, c'est aussi le côté où, si tu faisais beaucoup plus de possession avec lui en tant que poseur d'écran, où je vais pas dire tu joues comme les Kings justement, où tu laisses la balle beaucoup à Chet Holmgren, tu fais tout tourner autour de end-off avec lui, etc. Mais il pourrait être capable de faire ça dans une moindre mesure. Là, ils le font moins. Mais je pense qu'il y a un angle comme ça. C'est un passeur qui est plutôt correct. Mais je trouve qu'il y a quand même... ça reste limité. Et j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses toi, mais le handle a été parfois un problème. Il y a eu des pertes de balles bêtes qui sont sur un handle qui manque de qualité encore. Et ça, justement, si tu veux en faire un créateur un peu plus important, c'est un truc sur lequel il va falloir travailler. Du coup, cette saison, c'est un truc on fait la comparaison avec Victor Wembanyama. Le handle n'est pas du tout au même niveau, notamment entre ces deux joueurs-là. Et Chet Holmgren n'est pas encore du tout au niveau en termes de handle. C'est vu en saison régulière, c'est vu en playoff. Ça, pour moi, c'est un petit problème. Mais ouais, enfin voilà, il y a beaucoup de... Là, je parle beaucoup des côtés négatifs, mais bon, on a tous les deux conscience que la valeur défensive est telle qu'il va se retrouver, je pense, plutôt haut dans le classement. Ouais, c'est vrai que pour le dribble, c'est un peu... Moi, ce qui était à l'époque ma nuance, à l'époque de la draft, je pensais que le profil défensif était fabuleux, mais j'étais un peu moins haut que certains sur... oui, mais ça peut être aussi un créateur. Ça peut. Et d'ailleurs, tu vois, il est arrivé, le shoot, directement, ça a été réglé à la question, parce que merci Chip Engelland, quoi. Merci les Spurs aussi, d'avoir lâché... mais voilà, tu vois, le shoot a été totalement restructuré en à peine 1 an. Et donc, tous mes doutes sur le shoot à la fac, hop, à la poubelle. Par contre, c'est vrai que le dribble, après, c'est aussi un peu le défaut de ces joueurs grands, et Wemby qui pourtant a un bon dribble aussi est un peu sujet à ça, c'est-à-dire que quand t'es grand, tu fais rebondir le ballon
au niveau de ta taille, mais ta taille elle est plus haute que la moyenne, donc forcément il y a plus de temps et d'espace pour que des petits viennent un peu piquer le ballon quand le ballon rebondit à ce point haut, donc ça prend du temps et je veux dire c'est pas anormal qu'un pivot ait un peu de mal là-dessus pour l'instant, mais c'est vrai que sur le côté création, là je pense qu'on est plus sur du potentiel que sur du pour l'instant déjà fait. Autant le shoot, oui, je suis d'accord qu'on est déjà plus avancé, que c'est en fait pour moi déjà un peu un pivot défenseur et shooter. Autant sur le dribble, ça reste encore lointain, mais bon, déjà, tu vois, même sans ça, on a à 22 ans un joueur qui est hyper intéressant avec cette dualité de défense, d'élite, d'ultra élite même, et shoot. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais la défense, c'est vrai que, pour détailler un peu, c'est un de ces joueurs qui, à mon avis, est le plus à l'aise sur et protection de panier d'élite, de ultra élite, et aussi défense de périmètre, un switch notamment, et mobilité, et pas que switch, mais souvent on réduit ça un peu au switch, mais le côté s'il faut faire des edge, je peux le faire, s'il faut faire des hard edge ou des prises à deux, je peux le faire aussi, donc un peu le côté monter haut et redescendre, etc. Donc il y a une mobilité qui est assez géniale. Tu vois, je pense pas qu'on est au niveau de Draymond Green sur des switches, ou même de Anthony Davis, qui est un peu une anomalie en termes de coordination en fluidité pour sa taille. Je pense qu'on est un cran en dessous, mais on est quand même, je sais pas moi, 98e centile de l'histoire de l'humanité en termes de à quel point un mec de sa taille peut défendre dans le périmètre, et puis la protection de panier qui est fabuleuse. C'est peut-être ça je pense l'aspect sans doute le plus sous-estimé chez lui, parce qu'il n'y a pas le coffre, et qu'il a seulement des bras entre guillemets normaux pour un pivot NBA, c'est-à-dire totalement anormaux pour nous, simple mortel, mais non, mais tu vois, c'est pas Wemby, c'est pas Gobert. Mais je pense que c'est un aspect où il est génial, et là encore, pardon, je fais des liens avec mon scouting report de l'époque, mais en fait, tu voyais déjà, quand il avait 19 ans à Gonzaga, des espèces de fondamentaux techniques qui étaient parfaits, quoi. C'était pas le mec. Wemby, c'est le mec où la technique est parfois imparfaite, mais il va gagner parce qu'il a 40 cm de bras de plus que tout le monde. Donc en fait, même qu'il se retourne pendant l'action, il est dos à l'action, les pieds sont pas bien mis, mais il lève le bras, il sauve l'action. Voilà, parce que Wemby, il a cette marge d'erreur. Je trouve que Chet, on est un peu plus sur le côté moins de marge d'erreur, mais en fait tellement impeccable dans l'exécution, dans les appuis, et je trouve que ça se voit aussi au niveau de la protection de panier, où t'as l'impression qu'il fait jamais faute. T'as l'impression qu'il a pas beaucoup de coffre, mais qu'il encaisse les contacts au niveau de la verticalité. Et on a, alors, là encore, des stats sur 30 matchs sont à relativiser, mais sur ces 30 matchs, c'était le meilleur joueur de NBA en termes de à quel point il inflige une perte d'efficacité au panier aux adversaires. Donc voilà, c'est un package qui est, mine de rien, assez extraordinaire déjà, même s'il n'y a pas encore la création balle en main. Mais ce simple fait de défense polyvalente, et shoot, et un peu de dribble aussi, et parfois un peu de drive occasionnel, ça fait un package qui est, je trouve, assez génial, quoi. Je suis d'accord, c'est ultra séduisant, et sur la défense, justement, t'as ce côté où le protecteur de cercle, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste un mec qui reste sous le panier, sa capacité à intervenir en second rideau, elle est ultra impressionnante. Sa compréhension, sa lecture du jeu est super, notamment quand il doit défendre un pick and roll, du coup, quand il joue sous le panier. Il y a vraiment ce côté où il est en avance intellectuellement, je pense, défensivement, et ça se voit beaucoup. Et je l'aurais mentionné pour Victor, donc je le mentionner aussi pour Chet, c'est un de ces contreurs qui fait attention à son contre, c'est-à-dire qu'il ne va pas contrer bêtement n'importe quel tir qui passe à sa portée. Ouais. Il sélectionne et il essaie de garder la possession. Et dans toutes les recherches que j'ai fait par rapport à ça, parce que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à justement ces contreurs qui peuvent garder le ballon ou quoi, c'est bête, j'aurais dû préparer des stats par rapport à ça, mais bon. Il est toujours deuxième derrière Victor, et il est toujours très au-dessus des autres pivots de NBA. Il y a vraiment ce côté où lui et Victor ont ça en commun, d'être des protecteurs de panier très intelligents, qui sont capables de garder la possession, qui sont capables de discerner quand est-ce qu'il faut contrer, quand est-ce qu'il faut pas contrer, et qui de manière générale du coup protègent extrêmement bien, et en plus dissuadent d'aller au panier. Tu regardes les stats du coup de Basketball Index par exemple, encore une fois on se base sur très peu de matchs de saison régulière, mais tu as une stat qu'ils ont appelée Rim Disruption. Ouais. J'ai pas le calcul exact, mais c'est à quel point est-ce que tu encourages l'équipe adverse à ne pas aller au panier. C'est mal formulé, mais vous avez l'idée. La dissuasion, je crois. Ouais, c'est plus ça. C'est plus à quel point tu décourages l'équipe adverse d'aller au panier. Et il se classe 11e, 99,8e centile. Donc voilà, c'est une stat totalement ridicule. Et là, je dis 11e. Ça compte aussi les mecs qui ont genre 20 minutes de temps de jeu par match. Lui, il le fait en tant que clé de la rotation du Thunder. Donc vraiment, on est sur un potentiel deep boy. On parle pas beaucoup de trophées dans ce podcast-là, mais c'est vraiment ce genre de joueur qui, aujourd'hui, je pense, il est facile top 3 des meilleurs pivots défensifs de NBA en termes de talent. Oui, tu vois, je pense qu'il c'est pas négligeable le fait qu'en finale NBA, pourtant Hartenstein, je l'adore, mais il a moins joué. Il a moins joué, alors que Chet a beaucoup plus joué. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est la mobilité.
Là où je pense que Daigneault avait un peu peur alors que pourtant en plus il est mobile, hein, Hartenstein, mais il avait un peu peur sans doute d'exposer un peu Hartenstein, un joueur légèrement plus lent face au mouvement un peu des Pacers. Chet, lui, il est redevenu le pivot, presque le pivot seul de l'équipe, etc. Quoi, tu vois, il y a même des matchs, il va taper des 34-37 minutes par match, carrément. Donc voilà, ça aussi, cette différence entre Hartenstein et Chet montre bien aussi l'écart de mobilité, à mon avis, sur ces finales NBA 2025. Mais bref, on a déjà assez parlé de Chet. Le classement, alors, où est-ce qu'on l'imagine, ce package ultra intéressant? Alors, c'est pareil, là, c'est un peu compliqué parce que donc échantillon réduit, plus contexte des playoffs, etc. N'empêche, pour moi, le grand max, ça va être, je pense... c'est pas si évident que ça, mais le grand max, pour moi, c'est Franz Wagner. Je le vois pas être au-dessus d'un créateur offensif de ce niveau-là. Et le grand minimum, ce serait, je pense, Miles Turner, parce que je vois pas dans quel monde est-ce qu'on peut mettre Miles Turner devant Chet Holmgren. Et j'aurais tendance à le placer devant Domantas Sabonis, je pense. Alors moi j'avais une fourchette haute à pas dépasser, c'était Jaren Jackson, qui pour l'instant il est 1-3, il est 6ème Jaren Jackson, parce que je pense que la défense, il est peut-être meilleur en défense, Chet. Je pense qu'on peut le dire. Par contre c'est vrai qu'il y a un différentiel d'attaque qui est quand même assez grand. Pour le coup, donc c'est un peu mon point à pas dépasser, et le point à pas dépenser, la fourchette basse, il faut pas aller derrière. Je me demande si ce serait pas Rudy Gobert en fait, parce que pourtant j'adore la défense de Gobert, mais par rapport à l'attaque, quoi. Tu vois, et encore on a dit l'attaque est pas parfaite encore, mais on est quand même sur une valeur qui je pense est positive, pas encore méga positive parce qu'il n'y a pas de la création, etc. On est quand même sur une valeur positive là où Rudy Gobert ça peut poser question parfois. Donc voilà, même si Gobert peut-être par moment peut être un peu plus dominant, ou je sais pas comment on pourrait dire, ou plus générer plus de valeur, etc. Je pense qu'il y a un peu plus match en défense. Par contre, l'attaque de Chet fait la différence. Et après, maintenant, c'est où est-ce qu'on le met là-dedans, quoi. Et même en défense par rapport à Rudy, il y a ce côté, Rudy, c'est le genre de joueur qu'on peut parfois enlever du terrain dans certaines configurations défensives. Chet, pour le coup, s'adapte et fait que c'est jamais vraiment un point mort en défense. Moi, je pense que je le mettrais... Mince, je sais pas si je le mettrais... Je pense que je le mettrais derrière Paolo Banchero et devant Domantas Sabonis, du coup, en 15e position. Je sais pas si t'es d'accord avec cette range-là. Oui, j'ai pas trop réfléchi à la question en détail. C'est vrai qu'en fait, il y a un côté, est-ce que tu préfères la création à haut volume de certains créateurs, ou est-ce que tu préfères un peu l'aspect jackpot de défense et 3 points? J'avoue que moi, je valorise quand même pas mal la défense, la protection de panier en plus, et même plus que le panier. On a bien dit qu'il y a une valeur structurelle d'un mec qui peut à peu près faire tous les schémas dans une défense d'élite. Je pense que au niveau de Banchero, ça m'irait, mais je pense que je serais presque prêt même à aller gratter par-dessus tu vois, un Butler qui fait pas une grosse saison en termes de volume, et en plus il fait 30 matchs un peu OSEF à Miami. Presque, j'irais facilement gratter par-dessus, voire même, pourquoi pas, jusqu'à Franz Wagner. Je dis pas que je vais y aller aujourd'hui, mais tu vois, Ja Morant et Wagner, voire James Harden, j'irais presque titiller jusqu'aux portes de Kate Cunningham. On gratte doucement, mais genre, c'est vraiment... On passe de Banchero jusqu'à... on le monte de 6-7 places. En fait, c'est paradoxal parce que tu vois, typiquement, en fait, maintenant je revois le classement. Est-ce que James Harden n'est pas derrière Butler et Franz Wagner? Moi, en fait, c'est Franz Wagner, je bloque un petit peu parce que j'aime vraiment bien ce profil créateur offensif, efficace et tout, même si je le mettrais quand même derrière Wagner, mais je mettrais Harden en fait derrière Wagner, c'est aussi ça. Ouais, je comprends. Non mais attends, mettons-le là, on le met au niveau de Jimmy Butler et Ja Morant pour l'instant. Ça va très bien. Donc devant Banchero et devant Rudy Gobert. Je dis juste que moi, dans ma pondération personnelle de la défense notamment, je pense que j'aurais pu aller jusqu'à gratter jusqu'à Cunningham, c'est-à-dire mec héliocentrique, bonne efficacité, etc. Ça c'est peut-être une des limites, quoique, je ne sais pas. En vrai, j'aurais pu m'enflammer, mais ok. Bon, mettons-le là. Chet Holmgren, très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes toujours en mars, le 21 mars 2025 d'ailleurs. Toujours le 21 mars. Un contre spectaculaire contre les Charlotte Hornets. Mais qui est sur le terrain, Benjamin? Alors, déjà, au moment de ce contre les Hornets. Petite question, du coup, on est d'accord, c'est la même date que le match contre les Spurs que tu as proposé. Exactement, 21 mars. Donc ce match-là, je l'ai pas été regardé parce que spécial départ de Benjamin des États-Unis. Exactement, donc aucune chance que je l'ai regardé. Je vais commencer par le Thunder, c'est quand même beaucoup plus facile. Ok,
Donc, on est où dans le match, pardon? T'as dit... Un contre spectaculaire sur un joueur de... Très spectaculaire d'ailleurs, sur un joueur de Charlotte. Ok. Alors, je vais tenter du coup Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Je vais aussi tenter Hartenstein, beaucoup de line-up à 2 pivots. Oui. Je vais essayer Jalen Williams. Pas sur le terrain, non. Ah, petit flop. Alors, je vais tenter j'allais dire Andrew Wiggins, c'est grave. Aaron Wiggins. Non plus. Terrible. Cason Wallace. Non plus. Waouh, c'est flopesque. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de line-up différents, je me justifie comme je peux. Chez le Thunder, je vais tenter Isaiah Joe. Oui, Isaiah Joe est là, ouais, tout à fait. Ok, s'il n'y a pas... Et le dernier, c'est le Bold Mamba. Ah, donc c'est Caruso, non? Le Mamba chauve, tout à fait. Alex Caruso, ouais. Et donc maintenant... Côté Charlotte. Alors là, on est sur quelque chose de plus difficile. Mais quoique, en vrai, il y a du coup Bridges, j'imagine. Pas sur le terrain à ce moment-ci. Terrible, mais je vais tenter Yusuf Nurkic. Non plus. Ça part bien, en tout cas, c'est pas mal. Le pivot, on le connaît bien. Du coup, Moussa Diabaté, tout simplement. Exactement, Moussa Diabaté, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être Josh Green sur le terrain. Pas à ce moment-ci, non. On a un vieux vétéran. Alors, Seth Curry. Exactement, Seth Curry, tout à fait. J'ai du mal, Daquan Jeffries. Exactement, Daquan Jeffries, tout à fait. Il y en a un qui vient d'être coupé par les Hornets. Je suis très pas bon en suivi de l'actualité NBA actuellement. Écoute, je pense que Taj Gibson, je sais pas s'il avait un contrat. Non. Non. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, dans les mecs un peu flopesques qui pouvaient se faire couper, Nick Smith Jr., je pense. Exactement. J'allais dire Angelina Jolie et Brad Pitt. Nick Smith Jr., tout à fait. Et le dernier, c'était le meneur de... Pas le banquero d'ailleurs, du côté de Duke. Du côté mais de ça Duke. ne te parle pas. Bah oui, parce que je suis toujours si mauvais. Et je pense que Wendell Moore Jr. peut correspondre à ça. Exactement. Exactement. Okay. C'est Wendell Moore Jr., tout à fait. Et donc, cinquième et dernier joueur du jour, on peut passer à Kawhi Leonard pour terminer. Donc, on est sur du 32 minutes par match, 37 matchs également, plus les playoffs, on va jusqu'à 44. Donc, je crois, une série en 7 matchs, logiquement. 21 points par match, 6 rebonds par match, 26% d'usage, donc pas non plus autant qu'avant, pardon, on va en parler. Également, à peine plus 2% relatif à la moyenne. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Pour te lancer, on est sur une saison où il a manqué beaucoup de matchs, mais aussi, même quand il était là, il a mis un peu du temps à revenir à son vrai niveau. Je suis d'accord, en fait, c'est ultra paradoxal. On a vraiment cette saison où tu as peu de matchs, tu as un début qui est un peu cata, ensuite tu as des playoffs où, mine de rien, tu te dis, ok, est-ce que Prime Kawhi n'est pas de retour? Donc, c'est vraiment le paradoxe Kawhi Leonard résumé en une saison, finalement. Genre, vraiment un des meilleurs joueurs de sa génération, complètement gâché par les blessures. Mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a eu un espoir monumental derrière ces playoffs. Je pense que sa première série de playoffs qu'il a fini depuis 2020. Même si, bon, il a fini sur le banc, Game 7 horrible pour les Clippers. Et t'as vraiment ce côté où, moi je retiens, c'est peut-être, je me fais influencer par ça, mais typiquement le Game 2 contre les Nuggets où il met 39 points, je pense. Il y a vraiment ce côté où tu revois vraiment Prime Kawhi Leonard. En même temps, tu le dis, il y a le côté où c'est pas non plus sa meilleure saison du tout. Je trouve qu'on a beaucoup perdu en termes de... ne serait-ce qu'en défense, mine de rien. C'est pas qu'il est caché, c'est juste qu'avant, on l'aurait utilisé vraiment comme un stopper, qu'on envoie systématiquement sur le meilleur joueur adverse. Là, on a beaucoup moins eu ce Kawhi, et limite, on a eu beaucoup plus un Kawhi en aide qu'avant. On a moins d'ISO, même si ça reste un bon scoreur d'ISO. Bon shooter, toujours. Solide contre n'importe quel type de défense. C'est... je trouve que c'est un joueur qui est ultra compliqué parce que, mine de rien, c'est quelque part entre une saison décevante et un des meilleurs joueurs de la ligue, en fait. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de Kawhi Leonard, mais c'est ultra galère. J'en ai pensé que la déception pour les Clippers, c'est que je pense que les Clippers avaient de meilleures aspirations avec ce cycle Kawhi Leonard. Palam pam pam. T'as suivi ou pas l'affaire avec la boîte qui s'appelle Aspiration? Bref, pardon, la blague. Par contre, bien sûr, ça, je suis à jour et c'est un magnifique jeu de mots, je trouve. Bon, bref, excuse-moi. Non, parce que je suis d'accord avec toi sur l'aspect de les playoffs. On a vu que c'est le retour du grand Kawhi. Le problème, c'est que la saison, c'est pas que ça. On a dit à peine 37 matchs.
Mais même, tu vois, sur les 37, donc il manque tout le début de l'année. Voilà, il manque tout le début de l'année. Il revient début janvier, le 4 janvier. Mais sur les 37 de régulière qu'il joue, déjà sur les 12 premiers, 12 sur 37, donc en tiers, hein, on est à 24 minutes par match, tu vois. Donc il revient petit à petit en jouant à peine 24 minutes par match. Puis ensuite, il recommence à enchaîner, mais pareil, en manquant un match par-ci, un match par-là, etc. Et finalement, en fait, le vrai niveau de Kawhi Leonard, on va dire que c'est quoi? C'est sur 20 matchs de régulière, plus 7 de playoff aussi, où en effet, on est de retour sur du, je sais pas combien, plus de 35 minutes par match, je ne sais pas combien de points, enfin plus de 20 points par match, en effet, même 24 points par match sur la fin de saison, les 25 ou 30 derniers matchs. Mais voilà. Comment est-ce qu'on juge ça? Je ne sais pas. Parce que la blessure et le retour de guérison a un peu affecté le niveau de jeu, quoi. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, ah tiens, on va le pénaliser parce qu'il a manqué tel match. On prend le niveau quand il était là. Mais le problème, c'est que quand il était là, il n'a pas toujours été à ce point top. Et ça fait une saison assez bizarre. Après, je pense qu'on est quand même un peu sur la version d'habitude. Et si on a vu un peu le Kawhi de playoff de très bon niveau, parce que c'est un des meilleurs shotmakers de NBA, il va sur ses spots à volonté, il n'y a pas autant de création collective qu'on aurait souhaité. Je pense que l'arrivée d'Harden lui a un peu enlevé certains ballons. On a vu un peu au début du cycle des Clippers où il développait pas mal le passing. On le voit un peu moins aussi pour le coup. Mais là encore, rattaché au contexte collectif, déjà il y a un passeur à côté de lui. Il y a aussi 2 non-shooters à peu près tout le temps sur le terrain, entre Chris Dunn ou Derek Jones Jr. ou Ivica Zubac, etc., etc. Donc finalement, le contexte n'était pas génial, mais je trouve que on a retrouvé à la fin le vrai Kawhi, un très bon Kawhi Leonard, offensivement. Défensivement, je suis d'accord avec toi, ça a un peu glissé par rapport au Prime, et bien entendu. Mais comment on juge ça, quoi? Comment est-ce qu'on juge cette saison de 24 matchs à un top niveau et encore, c'est même pas le top niveau qu'on a vu par avant, mais un très 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 bon niveau sur 24 ou 30 matchs, c'est bizarre, quoi. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un déclin physique, parce que quand tu regardes un petit peu la production de Kawhi, c'est le côté où, là, du coup, je l'ai dit, la défense a un petit peu décliné quand même, surtout en termes d'activité, en fait. Et c'est pareil, quand tu regardes le jeu offensif, ça drive moins, et ça drive de manière peu efficace. Sur la saison régulière, c'est 50% de réussite sur drive en true shooting, ce qui est très en dessous de la moyenne. Bon, voilà, ensuite, on parle d'un échantillon relativement faible, mais mine de rien, je pense que ça se voyait dans le jeu de Kawhi que, en fait, juste, il est plus vraiment au niveau physiquement. Pareil, sur le handle, du coup, il y a eu des pertes de balles un peu bêtes, parce que je pense que ça dépend beaucoup de ses conditions physiques. Et paradoxalement, techniquement parlant, j'ai l'impression qu'on est toujours au niveau de prime Kawhi Leonard, où tu regardes sa réussite 3 points, elle est insolente, en fait. Tu regardes, il est à 40% en pull-up quasiment, il est à plus de 40% en catch and shoot. Quand tu le laisses ouvert, il sanctionne, vraiment, c'est un des... Enfin, tu veux juste pas Kawhi Leonard ouvert, sinon il met 50% de ses tirs. En mid-range, ultra efficace, il en prend beaucoup, mais pour le coup, c'est plus valuable dans son jeu qu'un joueur comme DeRozan, parce que lui est capable de jouer à 3 points, donc c'est beaucoup de pénétration après avoir attiré la défense à l'extérieur. Il crée beaucoup de choses par lui-même. Donc en fait, il a vraiment ce côté où, techniquement parlant, on est vraiment sur le meilleur de Kawhi Leonard, toujours. Physiquement, on perd quelque chose, mais du coup, en termes d'efficacité, finalement, on arrive sur quelque chose d'en dessous de ce que produit Kawhi d'habitude. Là, on est sur 1,18 points par tir tenté en moyenne en saison régulière. Pardon, je me perds, non, c'est ça, c'est bon. Non, c'est ça, oui. 1,18, du coup, on est quand même, par rapport à la saison Clippers d'avant, on est clairement en dessous. Tu regardes le relative true shooting percentage qu'on a évoqué pour tous les joueurs jusqu'ici. Ouais. J'ai oublié de Chet, mais il a plus de 2%, donc c'est le joueur le plus haut de mon petit top 5. On est à 0,8%, donc on est sur quelque chose de faible par rapport à la moyenne, alors que Kawhi Leonard Prime, c'est bien au-dessus finalement. Ensuite, voilà, c'est pareil, c'est le côté, est-ce qu'on le juge pour ces 6 matchs de playoff qui ont été vraiment au-dessus du lot? Est-ce qu'on le juge pour les 10 premiers matchs qui ont été un petit peu difficiles? Du coup, je pense qu'on finit par faire la moyenne, et on a un joueur qui est niveau star/superstar. Mais en fait, moi, quand je regarde le top qu'on a actuellement, j'ai l'impression qu'on va pouvoir comparer ça à des joueurs comme Jim Butler ou Ja Morant, qui d'ordinaire auraient été beaucoup plus hauts, mais en fait ont été trop impactés par une saison qui n'était pas à leur niveau habituel, qui a été impactée par des événements extérieurs, par des blessures, etc. Mais donc voilà, on est sur une saison un petit peu ambivalente de Kawhi Leonard. Tu as autre stat un peu marquante aussi, efficacité sur isolation. On est sur 0,8 points par possession en général sur isolation. En moyenne, 0,8. C'est dans le 30e centile, c'est à peine mieux que 30% de tous les joueurs NBA.
L'an passé, il était premier, je crois. Premier ou deuxième, je ne sais plus. Mais enfin, Tu sais voilà, j'ai vu la stat, j'ai reset le site en boucle pour être sûr que c'était vrai, tu vois. Ouais, il y a ça. Et pareil, l'autre indicateur qui m'inquiète un peu, mais je ne sais pas si c'est le déclin physique qui est acté ou juste un retour de blessure, mais notamment la provocation de lancer franc, où en fait on était sur quelqu'un qui était élite là-dessus. Et ça, pour le coup, on est aujourd'hui autour des shooting foul percentage, autour de 9%, même moins de 9%, sachant qu'il n'y a pas longtemps, il était autour des 12-13 et que dans son prime, il était autour des 14-15 même, carrément. Donc en fait, ça aussi, tu vois, c'est un indicateur intéressant. Je crois que j'en avais parlé un peu de la même chose, mais à l'inverse, pour un mec comme Aaron Gordon, qui on s'était dit, ah mince, il est plus efficace au panier. Oui, mais on est rassuré, l'indicateur lancé franc montre que non, le mec, il va toujours autant, agressivité, a priori, il n'y a pas à s'inquiéter. Kawhi, c'est presque l'inverse. Je pense qu'il y a un croisement qui a été parfait entre le début, où il était athlétiquement fabuleux, mais pas encore trop développé les skills, notamment le shotmaking, l'adresse et aussi le dribble. Et puis là, on est sur la fin de carrière où ça y est, il a le shotmaking qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Genre, en un sens, j'ai envie de dire pour l'instant, parce que on a commencé un peu, même entamer le déclin physique. Et on a eu ce prime, en fait, ça s'est croisé parfaitement aux deux, quoi, tu vois, où il était encore ultra athlétique, ultra jeune et frais, en ayant développé les skills de dribble et en ayant aussi adopté ce shotmaking et développé ce côté mettre les paniers à un taux absurde. Là, je me demande à quel point on n'est pas un peu de l'autre côté de la colline, quoi, au final. Le côté, voilà, comme je disais, l'adresse pure, son doigté, son toucher, sa précision sur les jump shots, presque ça vient un peu cacher le reste pour l'instant. Donc tant mieux. Après, on parle toujours d'un mec qui, quand il est là, c'est fabuleux en attaque, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on gratte un peu, on voit à droite à gauche 2-3 indicateurs, on se dit ah tiens, c'est pas rien. Ça sera peut-être rien sur long terme et que c'est peut-être juste une saison bizarre. Mais c'est notable. Très bien, à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, sinon on peut aller vers le classement gentiment. Où est-ce qu'on projette notre ami Kawhi Leonard? Bah écoute, la petite stat que j'avais envie de glisser en plus, que tu as parlé de l'efficacité, la fréquence sur isolation, ça reste quand même 28%, donc 99e centile. Donc il y a presque ce côté aussi de... Je sais pas qu'on parle de joueurs un petit peu en déclin. On a parlé de Chris Paul dans le bilan des Spurs, on a parlé de DeMar DeRozan aujourd'hui. Alors tu le dis très bien, hein, c'est pas sûr que ce soit un déclin, mais en même temps à 33 ans, après toutes ces blessures, ce serait pas illogique. Il y a ce côté un petit peu, n'adapte pas son jeu, malgré du coup un manque d'efficacité. Donc je pense qu'il y a peut-être pas de ça. Je pense que Kawhi peut peut-être remonter dans l'efficacité en adaptant plus son jeu parce qu'il est tellement élite sur d'autres trucs que ça peut remonter. Donc voilà, saison très particulière, très contextuelle, à voir si ça changera sur les saisons suivantes. Mais on a vraiment ce côté... je pense que la saison la plus bizarre de Kawhi, parmi tous celles qu'il a joué sans drama, entre guillemets, c'est pas San Antonio, quoi. Mais je veux dire, c'est très très étrange. Et donc, classement, où est-ce que tu l'imagines? Eh ben écoute, pour moi, le max du max, c'est Kevin Durant, parce que trop bizarre de mettre Kawhi Leonard, je pense, devant Kevin Durant, sachant que c'est un petit peu le même profil de joueur, je trouve. Gros score en isolation, ailier, du coup créateur principalement pour lui-même, immense impact offensif, donc niveau superstar, etc., mais du coup qui a pas fait une saison tip-top. C'est le même profil, mais Durant est encore le deuxième score le plus efficace de NBA. Kawhi, il n'y a pas de niveau moyen, quoi. Pour moi, j'aurais vraiment du mal à mettre Kawhi devant Durant. Pour moi, c'est un peu injustifiable. Genre, la défense de Kawhi le fait clairement pas passer devant. Le bas du bas, pour moi, c'est, je pense, Jimmy Butler. Je pense que Kawhi, ça reste sur les matchs qu'il a joué, quelque chose de supérieur à Jimmy Butler. Donc, je le mettrai quelque part ici entre 8 et 13. Et moi, j'aurais tendance à le mettre derrière Kate Cunningham et devant James Harden en 10e position. J'aurais dit fourchette basse Banchero, moi, plutôt. Ok. Bon, c'est une place. Après, je suis un grand fan de Butler, mais il faut que je fasse attention à pas non plus me projeter trop sur la théorie. Parce que dans les faits, on a dit il a eu moins de ballons. Pour ça qu'on l'a mis aussi bas. Hein, tu vois, je me suis retenu. mais tu vois, dans la théorie, je pense que Butler est quand même hyper cool et c'est bien fondu dans le collectif. Mais c'est sur un rôle un peu mineur. Donc ok. Et après, les duels, c'est par rapport à Cade, par rapport à Harden d'ailleurs. Par rapport à Harden, qui est le meilleur joueur, qui est le joueur qui a accumulé le plus de valeur chez les Clippers? Et je parle pas en cumulé, hein, parce que sinon on va dire facile, Harden a joué plus. Mais le duel est intéressant, mine de rien. Le duel est assez intéressant, mais ça me choquerait pas que tu vois Kawhi soit sous Harden cette saison. Bah moi, je le placerais devant, j'avoue, parce qu'il y a une question d'impact défensif aussi. Oui, c'est vrai. Même s'il a plus ce rôle vraiment prime de KCD en fait dans son équipe, il y a quand même ce côté où ultra solide en défense, grosse value défensive.
ultra solide, toujours sur son tir et compagnie. Mais par rapport à Wagner, toi, t'aurais peut-être Wagner devant, alors, non? En termes de création offensive, ouais. Mais c'est pareil, ouais, même, ouais, je pense que si typiquement on avait Cade Cunningham, puis Wagner, puis James Harden, je le mettrais derrière Wagner et devant James Harden, mais je serais pas non plus outré de le mettre derrière James Harden. Pour moi, il y a clairement débat. Je le mettrais quand même vraiment devant Ja Morant. Ok. Oui, mais tu vois, mode d'instinct, je me dis, bah non, Cade, par rapport à Kawhi, non, quoi, j'ai pas envie. Et en même temps, voilà, dans les faits, avec la saison particulière, on est encore une fois sur une efficacité qui est à peine dans la moyenne. Donc, un peu comme Cade, il est un peu dans la moyenne, même si c'est un chouïa en dessous Cade, mais avec plus de playmaking, plus de responsabilité. Donc, vraiment, il faut un peu essayer de casser la barrière mentale, en tout cas de mon côté. Non, je pense qu'en effet, Cade. Moi, j'avoue, elle est cassée de loin. Ouais, j'avoue, pour moi, il est derrière Cade Cunningham. J'ai plus de barrière mentale par rapport à ça. Je crois que Kawhi était assez absent pour que je l'oublie. Ouais, je suis d'accord. Non, ouais, pour moi, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est 10e place, 11e place, 12e place, dans ces eaux-là. Ok, bah faisons comme ça. Derrière Cade, alors. Okay. Très bien, mettons-le là. Et petit quiz pour terminer, nous sommes le 9 avril 2025. Ah, avril. Je suis gentil. Un dunk contre les Houston Rockets, grande équipe, 9 avril 2025. Qui est sur le terrain pour ce dunk fabuleux de Kawhi Leonard en toute fin de saison, le 9 avril? Je tiens quand même à souligner pour les auditeurs, je t'ai dit, j'ai pas suivi toute la saison, mais irréprochable, je veux bien beaucoup d'équipes de l'Ouest et beaucoup d'équipes texanes. Tu m'as régalé et du coup, je me sens à l'aise, c'est parfait. Du coup, je vais commencer côté Rockets. Tu devrais pas. Ah, parce que c'est galère. C'est les matchs où en fait Udoka avait sécurisé le deuxième spot à l'Ouest. Donc en fait, plus personne ne joue. Mais moi, je suis un malade, tu me dis ça. Je te dis, il y a Jock Landale qui joue 40 minutes. Exactement, Jock Landale, ça marche. Il y a Rich Shepard. Exactement. C'est la seule équipe que je regarde à ce moment-là, je crois. Cam Whitmore, du coup, je pense. Exactement. Tarison est là. Et le 5e, on va tester ta culture un peu internet. Qu'est-ce qui est Jean et qui attend? Waouh, attends, qu'est-ce qui est Jean et qui attend? Alors, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Putain, je suis en train de... Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Est-ce que tu l'as la ref ou pas? Jalen Green? Non, mais... non, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Jonathan, effectivement. Jonathan. Et alors, plutôt que jeune, je dis, qu'est-ce qui est Jean et qui attend? Qu'est-ce qui est Jean et qui attend? Qu'est-ce qui est... Je pense que tes blagues sont trop élaborées pour moi. Non, c'est très simple. Plutôt que Jonathan, en fait, c'est G. Nathan. C'est un mec qui s'appelle Jonathan Williams. Voilà, c'est mais tout. Non. Ce mec existe? Introuvable. Ouais. Jonathan Williams, qui était là sur le terrain. Donc voilà, je te l'épargne. C'est pour ça que je passe par un indice complètement débile. J'apprécie beaucoup parce que je l'aurais jamais eu, effectivement. Et alors, côté Clippers, pour terminer, classique. Et voilà, pour le coup, je pense que ça joue un petit peu. On a du coup Kawhi. Ouais. James Harden. Oui. Je pense qu'on a plus gros temps de jeu à part ça, je pense Ivica Zubac. Oui. Je tenterais bien Derrick Jones Jr. Oui. Et le dernier, je pense que ça peut se taper entre genre Bogdanovic et Dunn, et je tentais Dunn. Exactement, c'est Chris Dunn, la petite colline du désert, Chris Dunn, tout à fait. Oui, tu sais, c'est la période où Udoka avait gagné, était sûr d'être 2, donc il a balancé n'importe qui. Par contre, les Clippers, eux, ils se battaient pour l'Ouest. Donc ouais. Ils ont roulé sur les Rockets, et derrière, je crois qu'ils ont perdu contre les Warriors, non? Il n'y a pas un match, une espèce de 16e de finale, là, en match 81-82, là, ça te parle pas? Si, ça me dit quelque chose. Cette fin de saison. Si, ça me dit grave quelque chose, mais j'avoue, là, j'aurais du mal à situer exactement. T'étais déjà en vacances c'est bon, Wemby était parti, toi t'étais parti aussi. C'est ça, hein, franchement, j'étais peut-être rentré en France, ou alors si c'était la fin de moi à San Antonio, je pense que c'était mort, fallait pas me parler de basket. Donc vraiment, non, je pense que j'ai pas regardé ce match en particulier. Mais j'ai un peu suivi ces Rockets-là, et franchement, c'était marrant, tu vois. Je sais pas pourquoi j'aime bien Jock Landale. Si j'avais une All sur Team, il serait peut-être dedans. Il était dans mes playlists une certaine saison, il y était, mais après il est devenu un peu trop connu à cause de Phoenix, etc. Mais, ouais, trop mainstream depuis qu'il est parti des Spurs. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Donc je récapitule. Aujourd'hui, on a parlé de Kawhi Leonard qu'on a inséré au niveau de la 8e ou 9e place à peu près entre Cade Cunningham et James Harden. Chet Holmgren aussi, on en a parlé. Et juste en dessous, entre Ja Morant et Jimmy Butler, on a également parlé de DeMar DeRozan qui est autour de Norman Powell, autour de la 28e, 29e place à peu près. À chaque fois, ça se décale parce qu'on rajoute des noms, évidemment. Devin Vassell un peu plus bas, autour de la 35e ou un peu plus, il me semble, entre Hachimura, Toumani Camara et Najee Marshall, et Dylan Brooks qui est avant
avant-dernier de ce classement. Donc tout en bas entre PJ Washington, Al Horford, Jabari Smith, etc. Voici pour la cuvée du jour. En tout cas, je te remercie encore, Benjamin, d'être passé sur le Basket Lab pour ce top 100. Bah merci à toi, c'est toujours un plaisir. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles à Guillaume parce qu'il le mérite largement. Et écoute, j'espère l'année prochaine aussi faire le cut pour le top 100. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voici déjà pour le 9e numéro, hein, comme je disais un peu, on arrive à mi-série déjà, hein, mi-saga, mi-top 100, sachant qu'on a déjà noté pas mal de retours d'auditeurs, on a aussi noté pas mal de best of the rest également, de noms qu'on va rajouter à la fin dans le classement. Mais voilà, ça avance, petit à petit on va y arriver, je pense. Petit mot aussi pour vous dire que ça y est, on a commencé un peu les 30 Wemby en 30 jours, donc sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse. On fait comme l'an passé, c'est-à-dire des décorticages scouting, non pas tactique, mais scouting, axés sur Victor Wembanyama. On va essayer de vivre ensemble son année sophomore, un peu, ça va nous amener comme l'an passé jusqu'au début de saison, cette fois-ci 2026. Donc voilà, ça c'est sur YouTube en images exclusivement, c'est pas en audio bien entendu. Et donc on va se quitter désormais, et avec l'annonce de la prochaine cuvée, on se retrouve demain pour le 10e numéro du Top 100. Et demain, c'est une très belle cuvée avec... Nous avons du Ivica Zubac, nous avons du Julius Randle, du Jalen Green, du Evan Mobley et du LeBron James. Le cas compliqué, le cas impossible, c'est demain. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Benjamin d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.